Bonjour à tous, apparemment vous êtes tous en ligne, donc on va démarrer très bientôt, dans quelques secondes. L'idée c'est qu'aujourd'hui je vais vous présenter les concepts de base qui sont sous-jacents à tout ce qui est réfrigération et pompage de chaleur. Donc très rapidement, de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? Je vais déjà parler évidemment des aspects contexte et généralité sur la réfrigération, parce que c'est un domaine, c'est un secteur technique dans lequel ça évolue très vite, ça a évolué très très rapidement ces dernières années, ça continue à évoluer, et donc on ne peut pas parler de réfrigération sans parler de ce contexte-là, c'est quand même assez, pour le coup, assez prégnant dans ce domaine-là. Ensuite, je vais présenter comment fonctionnent les machines à compression mécanique de vapeur, donc j'expliquerai à quoi ça correspond, et je vais vous montrer en gros comment est-ce que ça fonctionne. Je vous montrerai un ou deux exemples de machines un petit peu plus compliquées que les simples mono-étagers sur lesquels je vais passer l'essentiel du temps, sachant que les applications, que ce soit lors des séances de TD ou même lors de l'examen s'il y a lieu, ça sera uniquement sur les machines mono-étagées. On ne va pas rentrer dans les choses très techniques, hein, c'est pas une formation de frigoriste, donc on va quand même rester sur des aspects un peu relativement généraux. Là-dedans, je vais parler un tout petit peu de cryogénie, donc un tout petit peu parce que ça nécessiterait probablement un cours à part entière, mais on va quand même aborder cette thématique-là parce que c'est une thématique qui est assez spécifique et très intéressante et très prometteuse en plus dans les années qui viennent. Et puis je vais terminer avec un peu de pompage de chaleur. Donc en gros, je vais vous expliquer deux, trois choses sur les pompes à chaleur. Vous allez voir que techniquement, ça ressemble énormément aux machines frigorifiques. Donc ça ne méritait pas un cours en soi. Donc c'est pour ça que je me suis contenté de juste ajouter ça à la fin et puis essayer de mettre en évidence la différence qu'il y a entre une pompe à chaleur et une machine frigorifique. Première chose fondamentale, qu'est-ce qu'on appelle faire du froid? Parce que vous avez probablement tous entendu parler de cette expression, production de froid, réfrigération, etc. En pratique, à quoi ça correspond physiquement, faire du froid et réfrigérer? Alors, réfrigérer, fondamentalement, c'est maintenir un volume donné de matière à une température qui est inférieure à la température ambiante. D'accord? De la même manière que chauffer, dans le sens chauffage du bâtiment ou chauffage d'une installation, ça veut dire maintenir l'intérieur de cette installation-là à une température qui est supérieure à l'ambiante. D'accord? Eh bien, réfrigérer, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous avez un milieu matériel qui se trouve à une température qui est inférieure à la température ambiante, comme vous avez le second principe qui est toujours là et qui vous lâchera jamais, qui vous dit que la chaleur va toujours du chaud vers le froid. Et comme vous savez par ailleurs que les systèmes d'isolation parfaits n'existent pas, c'est-à-dire que l'hypothèse adiabatique, c'est très bien dans un cours de thermo en théorique, mais en pratique, il n'y a rien qui est adiabatique, il suffit d'attendre suffisamment longtemps pour que la chaleur passe. Du coup, ce qui se passe, c'est que si vous maintenez une quantité de matière à une température qui est inférieure à la température ambiante, il y aura forcément des pertes qui vont se faire de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est des apports de chaleur extérieure. Et cet apport de chaleur extérieure aura tendance à vouloir faire remonter la température du milieu que vous cherchez à réfrigérer. Qu'est-ce que c'est que réfrigérer? C'est compenser cette perte. C'est-à-dire que c'est à vous de trouver un moyen pour évacuer la même quantité de chaleur vers une température plus basse que la température de chaleur le flux de chaleur pardon, qui vient de l'extérieur. Donc en gros, c'est ça. Et ça se fait de deux manières différentes, ou ça se fait comme dans un réfrigérateur domestique de façon intermittente. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir typiquement ce que vous avez dans votre frigo, donc voilà, je détaille pas. Ça doit être maintenu en fonction de si c'est des légumes ou si c'est autre chose, à une température en gros comprise entre 6 et 10 degrés. Sauf si vous avez un gros pépin, il ne fait pas entre 6 et 10 degrés dans votre cuisine. Donc vous avez forcément une différence de température, et cette différence de température fait que vous avez un flux de la température de votre cuisine vers l'intérieur de votre frigo. Et ce qui va se passer, c'est que ce flux aura tendance à augmenter la température à l'intérieur de votre frigo. Et quand cette température-là atteint un seuil maximum qui a été défini par le réglage de la machine, alors la machine frigorifique se met en route. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va absorber de la chaleur, elle va abaisser la température à l'intérieur de votre frigo jusqu'à ce qu'elle atteigne une seconde température de consigne, qui est la température de consigne basse. Et quand elle a atteint cette température-là, le frigo se coupe. Et là, vous laissez faire le second principe, vous laissez faire la chaleur qui rentre à l'intérieur et la température remonte. Et vous rebouclez le cycle et vous faites comme ça une série de refroidissements. Je refroidis, je laisse, je refroidis, je laisse, je refroidis, je laisse. Ça, c'est un fonctionnement intermittent. C'est ce qui correspond aux machines de petite dimension. Qu'est-ce qui se passe pour les machines de plus grosse dimension? Et bien là, vous pouvez avoir un refroidissement qui est en continu. C'est-à-dire que vous allez avoir une absorption de puissance froide, ce qu'on appelle la puissance froide, je vais expliquer juste après à quoi ça correspond. En gros, vous allez voler de la chaleur au milieu que vous cherchez à réfrigérer, et vous allez le voler en continu, vous allez voler en continu cette chaleur pour maintenir la température de ce milieu à la température de consigne. Donc vous allez compenser de manière continue. Ça, évidemment, ça nécessite d'avoir des installations qui sont un peu plus complexes, un peu plus chères, et donc ça s'adapte plutôt aux aspects, aux grosses machines. Quand vous avez donc les chambres froides de supermarché, ce genre de choses, quoique celles-ci fonctionnent aussi souvent de manière discontinue. Donc en gros, retenez que faire du froid,
telle quelle, la signification physique de faire du froid, c'est évacuer de la chaleur d'un milieu à une température donnée pour compenser la perte, pour compenser l'apport de chaleur de l'extérieur et pour maintenir ce milieu à une température donnée, une température de consigne. D'accord? C'est ça fondamentalement dont on parle quand on parle de réfrigération. Alors, application. Évidemment, la première application qui vient à l'esprit quand on pense à la réfrigération, bah, c'est justement l'exemple que je vous ai donné des produits alimentaires. Donc évidemment, on pense produits agricoles. Alors évidemment, ça peut être pas seulement dans votre cuisine, parce que dans votre cuisine, quelque part, c'est l'aval de la chaîne ce qu'on appelle la chaîne du froid, je vais revenir dessus juste après. Évidemment, en termes de production, vous avez certaines productions qui se font à des températures basses, je pense typiquement aux produits laitiers, d'accord, quels que soient les produits laitiers que vous produisez. À partir du moment où vous transformez le lait pour en faire du yaourt, des fromages ou des choses comme ça reste à des niveaux de température qui sont bas. Ensuite, vous transportez ça, donc dans des camions réfrigérés, dans des chambres froides, ce genre de choses, vous les stockez et ensuite vous les distribuez. Et ce qu'on appelle la chaîne du froid, c'est le fait de maintenir ces aliments à des températures de consommation. Donc physiquement, c'est des températures qui sont suffisamment basses pour que vous n'ayez pas de croissance bactérienne excessive. J'insiste sur l'excessive, parce qu'évidemment, en tant que Français, nous, on bouffe beaucoup de fromage et c'est essentiellement des bactéries, sauf que voilà, on essaie de contrôler un petit peu. Mais il y a plein d'autres produits, je pense par exemple au lait ou à la viande ou à des choses comme ça, qu'il faut arriver à maintenir à un niveau de température suffisamment bas pour ralentir au maximum cette croissance bactérienne et pour augmenter la durée de consommation des aliments. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important, c'est ce concept de chaîne du froid. Ça a l'air quelque chose comme ça de simple, d'évident. En fait, c'est tellement évident qu'on n'y pense même plus. Mais sans vouloir dramatiser, notre civilisation entière, elle tient sur la chaîne du froid. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour une raison X ou Y, on n'est plus capable de maintenir cette chaîne du froid entre la production de bouffe et le moment où on la consomme, on va tous se retrouver malades. Alors on va pas tous y passer, mais enfin on va tous avoir quelques jours qui vont être relativement difficiles parce que nos systèmes digestifs sont plus aujourd'hui habitués à consommer des produits avec des charges bactériennes aussi élevées. Donc je vous passe les détails, je pense que vous avez compris. Il faut vraiment arriver à maintenir cette chaîne du froid, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et quand je dis que c'est la base de la civilisation, je n'exagère pas. Aujourd'hui, dans les pays en Europe, aux États-Unis, les pays dits développés, je mets ça évidemment avec des gros guillemets, on est tellement habitué à consommer comme ça des produits frais à n'importe quel moment de l'année que s'il y a une rupture sérieuse de la chaîne du froid, on peut tous se retrouver assez vite malades et dans des états pas forcément joyeux, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je passe à un autre exemple. Donc, il y en a un qui est tout aussi important probablement, même si on n'y pense pas forcément, c'est tout ce qui est production, transport, distribution de médicaments. Donc il y a des médicaments qui nécessitent d'être maintenus à des températures basses. Maintenant, il y a autre chose auquel on ne pense pas forcément, c'est typiquement le don d'organes. Quand vous avez un don d'organes, c'est très rare que le donneur d'organes soit exactement au même endroit que la personne qui le reçoit, et donc vous avez besoin de transporter ça. Et là, question conditions de froid, c'est encore pire qu'un yaourt, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose extrêmement sensible. Il faut faire très attention. Ensuite, il y a une autre classe d'applications sur laquelle on va revenir. Je ne vais pas m'apesantir dessus aujourd'hui parce qu'il y a un cours dédié à ça, c'est tout ce qui est climatisation et traitement de l'air. Donc je n'en dis pas plus. Je ne vais pas déflorer le prochain sujet, on en discutera la semaine prochaine, enfin dans les semaines ultérieures. Il y a une autre application auquel on ne pense pas forcément, c'est pas tout, hein, ma liste n'est pas exhaustive, mais c'est quelques applications qu'il faut avoir en tête. C'est notamment tout ce qui est IRM. Quand on a des IRM, quand on veut faire utiliser de l'imagerie à résonance magnétique, l'imagerie à résonance magnétique nécessite des machines qui soient capables de générer des champs magnétiques extrêmement intenses. Et ces champs magnétiques intenses ne peuvent être générés de manière relativement économique que si on a de très basses températures. Parce qu'en fait, il faut utiliser des supraconducteurs. Et pour l'instant, les supraconducteurs du commerce ne peuvent fonctionner qu'à des températures très basses. Et du coup, on a besoin d'installations cryogéniques pour arriver à maintenir ces supraconducteurs à basse température et à générer des champs énormes qui permettent de faire tourner les IRM. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Je reviendrai un tout petit peu dessus après. Dans le secteur de l'énergie, il y a tout ce qui est liquéfaction des gaz. Donc la liquéfaction des gaz, c'est vieux, hein, c'est un truc qui, enfin c'est vieux, ça date, on va dire début 20e siècle à peu près, donc ça a un petit peu plus de 100 ans. On a commencé à liquéfier des gaz pour des applications type chimie, ce genre de choses. Là maintenant, il y a de vraies applications dans le domaine énergétique, notamment pour ce qu'on appelle le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, qui est un moyen de transporter le gaz nat de manière extrêmement flexible parce qu'on passe par des méthaniers, du coup on n'est pas coincé par des tubes, on n'a pas du tout les mêmes contraintes avec les frontières. Donc ça c'est quelque chose qui se développe évidemment très rapidement et qui est amené à croître encore parce que dans la gamme des gaz qu'on va utiliser pour les aspects énergétiques, on va devoir ajouter un petit peu probablement de méthane de synthèse, les biogaz. Donc il y a déjà des applications de cryogénisation de biogaz, l'hydrogène aussi, qui peut aussi être liquéfié à une température beaucoup plus basse. Mais ça va prendre une place énorme dans le paysage énergétique, les aspects cryogénisation
et liquéfaction des gaz, donc très basse température. Et puis la dernière application dont je vais parler à la fin, c'est évidemment les pompes à chaleur qui ont aussi un enjeu énergétique énorme parce que potentiellement c'est un moyen d'arriver à réduire la consommation électrique des systèmes de chauffage, donc potentiellement les décarboner si on a une électricité qui est décarbonée en amont, ce qui est notre cas en France. Sauf que évidemment ça nécessite des investissements, donc c'est pareil, je reviendrai un petit peu dessus par la suite. Je ne vais pas m'apesantir pour l'instant. Donc physiquement, comment est-ce qu'on fait pour arriver à réfrigérer un milieu? Donc là, si vous voyez un petit peu ma souris là, mon pointeur, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le milieu froid. Si on parle d'une machine frigorifique, ce qui va nous intéresser, c'est de maintenir ce milieu froid à un niveau de température qui est inférieur à la température ambiante. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai représenté de façon verticale une espèce d'axe qualitatif qui représente la valeur de la température. Si vous voulez arriver à maintenir un milieu à une température froide, il faut que vous arriviez à le mettre en contact avec un milieu à une température plus froide. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Que vous traitiez de pompe à chaleur, de machine frigorifique ou autre, le second principe, il est toujours là, il rôde autour de nous, il est indépassable. La chaleur ne passe que du plus chaud vers le plus froid, il n'y a pas d'autre moyen. Donc si vous voulez arriver à évacuer la chaleur d'un milieu donné, quel que soit ce milieu, vous devez mettre ce milieu en contact avec quelque chose de plus froid que lui pour que cette chaleur passe du chaud au froid. La chaleur, elle ne suit pas nos ordres, elle suit simplement les gradients de température. Donc c'est à nous de nous débrouiller pour créer ce milieu froid. Et donc ce que vous voyez ici sur ce schéma, c'est que ce milieu froid ici, typiquement vos yaourts qui sont à 6-8 degrés, vous les mettez en contact avec un milieu qui est plus froid. Donc on verra que ça va correspondre à l'évaporation d'un fluide qu'on appelle un fluide frigorigène. Et dans un frigo domestique, cette évaporation, elle se passe aux alentours de 0 degré à peu près. D'accord? Donc si vous avez un échangeur de chaleur qui est globalement au contact avec une masse de yaourt, de bière, de légumes, ce que vous avez dans votre frigo, à une température qui est plus basse, de l'ordre de 5-6 degrés, et bien ces 5-6 degrés, ils vont vous permettre d'absorber la chaleur depuis vos yaourts jusqu'au fluide frigorigène pour arriver à les maintenir en température. Et puis une fois que vous avez fait ça, évidemment, eh bien, votre fluide frigorigène, il faut trouver un moyen de remonter sa température via une machine frigorifique. Donc, j'expliquerai après comment ce genre de machine fonctionne. Et cette machine frigorifique, eh bien, l'idée, c'est d'amener ce fluide frigorigène à une température qui est supérieure au milieu chaud. Donc, dans le cas de votre réfrigérateur domestique, le milieu chaud, c'est la température de votre pièce. Et si vous voulez que la chaleur que vous avez volée à votre yaourt, vous puissiez la relâcher dans votre cuisine, eh bien, il faut le faire à un niveau de température qui est supérieur à la température de la cuisine. D'accord? Et donc, en pratique, ce qui se passe, c'est que sur vos frigos, vous avez tous déjà déménagé, vous avez tous vu que vous aviez une espèce de serpentin sur le dos du frigo. Et bien le serpentin sur le dos du frigo, c'est ce qui correspond au condenseur, donc j'expliquerai après à quoi ça correspond, c'est l'échangeur chaud qui vous permet de rejeter à l'extérieur la chaleur que vous avez volée à vos yaourts. Et généralement, ce condenseur-là, vous pouvez toucher, il est un peu plus chaud que la température ambiante, ça va en gros entre 30 et 35, évidemment, en fonction de la valeur de votre température. Mais il faut bien avoir ça en tête, c'est que si vous voulez voler de la chaleur d'un milieu froid pour l'emmener à un milieu chaud, vous êtes obligé de passer en intermédiaire par d'abord un milieu plus froid que le froid et ensuite un milieu plus chaud que le chaud. Parce qu'à un moment donné, vous aurez un gradient de température à passer pour arriver à évacuer la chaleur donnée. Donc c'est un aspect absolument fondamental, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas véritablement travailler sur une machine frigorifique sans considérer les échangeurs. Alors, les critères de performance, ils sont définis de façon tout à fait classique. Il n'y a pas particulièrement d'originalité. Il y a juste une originalité, c'est dans le nom. Alors, je n'ai pas exactement l'origine historique, mais bon. Le fait est que quand on veut définir le rendement, donc le rendement, je rappelle, c'est le rapport de l'effet utile à l'effet qui est payé. Ce rendement, dans le domaine des machines frigorifiques, on l'appelle coefficient de performance. Alors, il y a plusieurs appellations. Donc, ce COP, ce coefficient de performance, c'est le rendement. Vraiment, voilà. Sauf qu'il a un autre nom que le rendement, j'en avais déjà parlé, c'est à cause du désordre complet dans lequel on utilise les mots, qui font que certains utilisent rendement pour efficacité et efficacité pour rendement. Et la particularité du rendement d'un réfrigérateur, et on verra que c'est la même chose pour les pompes à chaleur, c'est que très fréquemment, ce rendement-là est supérieur à 1. D'accord? Ça veut dire que ce que vous récupérez, c'est plus que ce que vous payez. Mais ça ne veut pas dire que vous avez créé l'énergie à partir de rien. Attention, hein, la conservation de l'énergie, elle est toujours valable. Sauf que parmi tous les échanges d'énergie que votre système entretient avec l'extérieur, eh ben, il y en a un certain nombre qui sont payés, d'autres qui vous sont utiles. Et il se trouve que dans ces machines-là, quand on divise l'utile par le payé, souvent on a un chiffre qui est supérieur à 1. Et à cause de cette valeur supérieure à 1, eh bien, on a pris l'habitude d'appeler ça coefficient de performance pour ne pas avoir à dire le rendement est supérieur à 1. Apparemment, ça bloque certaines personnes. Et effectivement, si on confond la définition du rendement avec l'efficacité, ben là, oui, ça peut poser problème. Parce que
rigoureusement une efficacité c'est inférieur à 1. Donc on va appeler ça coefficient de performance, c'est noté COP. Coup de bol en anglais c'est pareil, c'est coefficient of performance, donc ça se note COP aussi. Et je suis quasi sûr qu'en espagnol c'est la même chose, mais comme je me suis plus exactement comment ça se dit, je ne vais pas dire de bêtises. Le fait est qu'on définit ce COP de cette manière-là, donc la formule 1, c'est on peut l'exprimer en puissance, c'est plus simple à condition évidemment qu'on soit en régime établi, mais nous c'est ce qu'on va toujours considérer dans la suite. C'est donc la puissance frigorifique, c'est-à-dire celle que vous allez absorber depuis le milieu froid que vous cherchez à réfrigérer, que vous divisez par l'énergie payée. Alors dans la quasi-totalité des applications qu'on verra par la suite, l'énergie payée c'est l'énergie électrique la plupart du temps en temps mécanique, mais c'est plus souvent électrique, qui alimente le compresseur. Donc en pratique, ça va correspondre en gros à votre facture d'électricité, d'accord, ce qui va permettre d'entraîner le compresseur de la machine frigorifique. Il existe certaines machines qui utilisent comme puissance payée une puissance thermique. Donc c'est ce qu'on appelle des machines à absorption. Alors il y a plusieurs noms, on parle d'absorption, on parle de thermofrigorifique, on parle de machines trithermes. Moi, j'aurais pas du tout le temps d'aborder ce genre de système. Donc si ça vous intéresse, évidemment, j'ai des docs à disposition, n'hésitez pas à me demander. Mais en gros, c'est des machines qui font du froid à partir du chaud. On va résumer ça comme ça. Vous recevez une certaine quantité de chaleur à un haut niveau de température. Et en fait, la différence de température que vous avez entre le niveau chaud et le niveau froid, vous en convertissez directement une partie qui va vous permettre de pomper du froid depuis le niveau froid jusqu'à un niveau de température intermédiaire qui est le niveau de température ambiante. Donc ça permet de faire des frigos solaires, ça permet de faire pas mal de choses. Les performances ne sont pas terribles. C'est utilisé dans l'industrie essentiellement quand on a de la chaleur disponible, type chaleur fatale qu'on veut valoriser sous forme de froid. C'est pas vraiment concurrentiel par rapport à des machines à compression de vapeur. Et comme souvent, ça se base sur de l'utilisation d'ammoniac qui est toxique. C'est affreusement compliqué à manipuler, c'est très très complexe à mettre au point. C'est sympa, mais c'est assez compliqué. Donc c'est vraiment un truc à part. Je laisserai ça de côté pour l'instant. Alors, comment on faisait avant? Je ne vais pas prendre très longtemps parce que je vais vous mettre en lien quelque part un documentaire de la BBC qui est absolument passionnant qui s'appelle Absolute Zero, The Conquest of Cold, donc la conquête du froid en quelque sorte. Et ça raconte toute l'histoire du concept de froid depuis le tout début jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'à il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et c'est passionnant, c'est vraiment super. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vous mettrai le lien dans le chat et puis dans la vidéo potentiellement, probablement. Donc comment est-ce qu'on faisait? Eh bien, on s'est longtemps posé la question de savoir ce qu'était le froid, et de la même manière qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'était le chaud, hein, c'est vraiment un débat très très ancien. Mais avant même qu'on comprenne réellement ce que c'était, on avait compris qu'on aurait énormément de mal à le produire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'aux premières inventions des machines frigorifiques à compression mécanique de vapeur, qui fonctionnaient d'ailleurs, si je ne me trompe pas, avec du dioxyde de soufre comme fruit de frigorigène, enfin bref, des trucs absolument horribles, on avait ce qu'on appelle du froid naturel. Donc le froid naturel, c'était qu'on allait prendre du froid quelque part et on l'utilisait là où on en avait besoin. Donc on allait prendre, d'après ce que je vous ai dit, pas du froid, on allait prendre des matériaux à basse température, qui restent à basse température, d'où la glace que vous voyez ici sur la photo. Et puis ces matériaux à basse température, on les trimballait à un endroit donné où on les mettait en contact avec ce qu'on voulait rafraîchir. Donc il y a des exemples très anciens qui datent de l'époque des Romains et même avant, où des gens en fait prenaient de la bouffe, ils stockaient la bouffe dans un trou, ils mettaient de la paille dessus et ils remettaient de la neige. Et du coup, ça tenait apparemment quelques mois, quelques semaines, ils arrivaient à maintenir comme ça la nourriture à un niveau de température relativement bas. Bon, ils avaient les estomacs pour encaisser derrière, hein, parce que je pense que nous, on ne pourrait pas manger ça, probablement. Et donc ça, c'était les premiers exemples. Et puis ensuite, il y a eu plein d'exemples. Et donc la photo qui illustre ça, c'était tout ce qui s'est passé, en gros, depuis, on va dire, le début du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e à peu près, début du 20e, parce que les machines frigorifiques ont quand même mis un certain temps à se diffuser dans la population, même aux États-Unis. Et pendant à peu près un siècle, un petit peu plus, on a utilisé ce qu'on appelait du froid naturel. Donc ça voulait dire qu'il y avait des gars, comme les deux jeunes filles là, avec des camions qui en fait remontaient dans des endroits très froids. Donc dans le nord des États-Unis, c'était pas très compliqué, ils passaient la frontière canadienne, ou même des fois c'était sur le territoire américain. Ils chargeaient des camions ou des carrioles à chevaux avec de la glace, ils remplissaient à fond. Ils mettaient de la paille autour, ils mettaient plein d'isolants pour essayer de limiter au maximum les pertes. Et ensuite, ils descendaient, mais comme des dingues, ils roulaient comme des marteaux parce qu'il fallait absolument que ça ne fonde pas. Voilà, fallait pas que ça fonde. Et donc, du coup, il fallait aller très très vite avant que la glace ne fonde. Et comme ils vendaient la glace au kilo en ville, automatiquement, plus ils allaient vite, moins il y avait le temps pour la glace de fondre, et donc plus ils avaient de glace à vendre quand ils arrivaient sur place. Et donc ils vendaient dans les villes. Donc là, vous avez un exemple ils déplaçaient les gros pains de glace. Les gens venaient acheter un morceau de glace. Et voilà, j'ai besoin d'un morceau de glace. Ok. Donc on tapait un coup, un marteau, un truc comme ça, un pic à glace. On cassait le morceau. Les gens repartaient avec la glace chez eux. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient la glace dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une glacière.
C'est-à-dire que le réfrigérateur, c'était maintenant ce qu'on appelle une glacière. Donc ils mettaient la glace, ils mettaient la nourriture dedans qu'ils essayaient de garder le plus longtemps possible. Et puis quand ils n'avaient plus de glace, bah, il fallait qu'ils retournent dans la rue pour acheter de la glace. Donc c'est ce qu'on appelait le froid naturel. Et donc il y avait des ensembles, il y avait des forêts entières, il y avait des lacs qui étaient spécialisés là-dedans, où on savait qu'il y avait une production de glace, de couches de glace sur le lac, et du coup c'était cassé. Donc si vous, pour ceux qui regarderont le documentaire, vous allez voir, il y a des images d'époque qui sont assez impressionnantes de gens qui tiraient la glace comme ça pour alimenter dans ce sens-là. Et en fait, il a fallu attendre effectivement, on va dire, le milieu du 19e siècle pour avoir les premières technologies de machines frigorifiques, qui d'ailleurs ont été développées dans le contexte de la brasserie, parce que c'est les brasseurs qui, pour la première fois, ont installé des machines frigorifiques, donc ce qu'on appelle la compression mécanique de vapeur, celle dont je vais expliquer le fonctionnement juste après, qui étaient des machines gigantesques, c'était des trucs absolument énormes, des vraies usines qui souvent tournaient avec de l'ammoniac. Donc ça a été un vrai problème parce qu'il y a eu, au début du 20e siècle notamment, même fin 19e je crois, des accidents absolument terribles avec des pelles ammoniac. En plus, c'est inflammable, enfin c'est toxique, inflammable, c'est vraiment horrible. Et donc avec des explosions qui ont tué des dizaines de personnes dans des hangars. Enfin, c'était vraiment, c'est la révolution industrielle comme on se l'imagine de pire, quoi. Jusqu'à ce qu'on invente d'autres fluides, donc sur lesquels je vais revenir un petit peu après, qui ont permis de miniaturiser et puis de sécuriser un petit peu le fonctionnement de ces machines. Mais il faut comprendre que le froid, c'est vraiment une histoire industrielle à part qui est assez intéressante. Alors, dernière chose à ce sujet, c'est pareil, malheureusement, ça n'a pas été traduit en français, mais il y a un excellent bouquin qu'on trouve en anglais que j'ai à disposition pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous l'envoyer, qui s'appelle Refrigeration Nation. Donc, il raconte, c'est un auteur américain qui raconte l'histoire de la réfrigération aux États-Unis depuis le début. C'est là que j'ai pris toutes ces infos-là. Et c'est assez passionnant parce que on voit toutes les évolutions technologiques, toutes les contraintes, même économiques, géopolitiques, avec la possibilité de pêcher du poisson à un endroit et de l'emmener à un autre. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander. Donc, on revient sur des choses un petit peu plus prosaïques, un peu plus pratiques. Comment est-ce qu'on définit rigoureusement la réfrigération en termes de température? Alors, comme je vous disais, la réfrigération, fondamentalement, c'est maintenir un niveau de température qui est inférieur à l'ambiance. D'accord? Et dans ces cas-là, vous avez deux possibilités. Vous avez ce qu'on appelle le conditionnement d'air. Donc, le conditionnement d'air, en gros, c'est quand vous descendez jusqu'à à peu près 15 degrés. Je vous montrerai quand on fait les calculs, mais on refroidit très rarement l'air en dessous de 15 degrés. Donc, entre la température ambiante et 15 degrés, globalement, c'est ce qu'on appelle du conditionnement d'air. Et en dessous de 15 degrés, c'est ce qu'on appelle de la réfrigération. Et ensuite, cette réfrigération, on la coupe en plusieurs morceaux. Donc, je ne l'ai pas noté là-dessus, mais il y a une application qu'on appelle le froid positif. Donc, le froid positif, c'est quand vous maintenez, quand vous cherchez à obtenir un niveau de température qui est en gros au-dessus du 0 degré Celsius. Alors pourquoi c'est important? Bah, très facile, hein, c'est parce que l'eau ne gèle pas. Donc étant donné qu'on essaie souvent de conserver des choses qui sont très hydratées, des aliments avec beaucoup d'eau à l'intérieur, le fait qu'on puisse se maintenir au-delà du zéro ou en dessous du zéro, ça change énormément de choses. Donc les applications de froid positif, c'est quand vous êtes en réfrigération entre en gros 0 et 15 degrés qui correspond au début du conditionnement d'air. Ensuite, vous avez tout ce qui est froid négatif. Donc le froid négatif, c'est quand votre source, le milieu que vous cherchez à réfrigérer se trouve à une température qui est inférieure à zéro. Jusque-là, c'est pas compliqué. Et puis ensuite, vous avez un domaine très particulier qu'on appelle la cryogénie. Donc la cryogénie, en gros, c'est le domaine des très basses températures, c'est-à-dire quand vous commencez à flirter avec les températures auxquelles les composants de l'air se liquéfient. Donc je reviendrai juste après dessus. Sa température de liquéfaction, évidemment, de l'azote et de l'oxygène, qui sont les deux principaux composants de l'air. Quand vous commencez à flirter avec ce type de niveau de température, là, on commence à parler de cryogénie. Et après, vous avez la cryogénie basse température, ultra basse température. Donc vous avez toutes les gammes qui sont décomposées. Mais enfin, retenez en gros que la cryogénie, ça commence à moins 150 degrés. Entre moins 150 degrés et 0, vous avez le froid négatif. Entre 0 et 15, vous avez le froid positif. Et en gros, au-dessus de 15 jusqu'à l'ambiant, vous avez ce qu'on appelle le conditionnement d'air. Et puis à droite, en rouge sur le diagramme, là j'ai mis aussi le pompage de chaleur. Pompage de chaleur que j'ai arrêté à 120 degrés parce que c'est un petit peu la norme. Mais en fait, on aura peut-être l'occasion de rediscuter ensemble. Il existe maintenant, depuis peu d'ailleurs, ce qu'on appelle des pompes à chaleur industrielles qui permettent de faire de la remontée de température à des niveaux qui sont largement supérieurs à 120 degrés. Bon, en gros, retenez à peu près ces gammes-là de température et vous aurez compris comment tout ça se goupille. Au niveau importance, alors les chiffres ne sont pas forcément ultra récents parce que je ne l'ai pas mis à jour cette année, mais je l'avais mis à jour l'année dernière, donc c'est pas complètement faux, pas complètement ancien non plus. C'est un domaine d'une importance, c'est extrêmement important. Alors, pas forcément en termes de consommation d'électricité, même si à l'échelle mondiale, on est quand même sur de l'ordre de 20%, sachant que là, c'est réfrigération et traitement de l'air, hein. Donc la réfrigération, au final, elle représente une portion relativement faible, enfin relativement faible. C'est pas forcément la majeure partie d'utilisation énergétique. Là où ces machines-là consomment le plus, c'est clairement dans les pays où ils utilisent énormément de climatisation, de systèmes de conditionnement d'air, donc ce qu'on appelle la clim, hein, très couramment, pour arriver à refroidir l'air avant qu'il alimente les bâtiments, sachant qu'il y a de plus en plus de zones sur Terre où on ne peut pas vivre sans conditionnement d'air, hein. Donc voilà. Alors je ne sais pas
à quelle zone vous pensez en particulier en premier, mais moi la première qui me vient à l'esprit, c'est tout le sud des États-Unis. Il faut le savoir, hein. Vous avez tout ce qui correspond à la partie sud des États-Unis, que vous partiez depuis le sud de la Californie, Nevada, Arizona, même jusqu'à la Floride. Vous avez énormément d'endroits dans ce coin-là, notamment dans le sud-ouest, où il est impossible de vivre si vous n'avez pas de clim, parce que la température moyenne, elle est vraiment complètement démentielle. Et du coup, ils se retrouvent les États-Unis notamment, mais c'est pas le seul cas, avec des consommations électriques qui sont dédiées à la clim qui sont absolument dingues. Ils consomment énormément à cause de ça, parce que tout simplement ils peuvent pas vivre sans clim à ces endroits-là. Voilà. Alors évidemment, l'autre exemple qui vient en tête, c'est le golfe arabo-persique, où là vous avez effectivement des températures aussi qui sont extrêmement élevées, et c'est extrêmement difficile, inimaginable de vivre, en tout cas avec le confort moderne, dans des gammes de températures comme ça, sans disposer de clim. Donc ça représente la majeure partie de la consommation d'énergie, et le vrai problème, c'est que c'est une consommation qui est en croissance parce que il y a premièrement des tas de gens qui vivent dans des endroits où il fait très chaud, qui ont envie d'avoir ce confort de vie, donc ils veulent avoir ces clims pour être plus confortables, ce qui paraît tout à fait légitime. Et en plus, vous avez le réchauffement climatique qui arrive derrière et qui augmente les températures moyennes, qui fait qu'on a de plus en plus besoin de clim. Donc, il y a eu un rapport que je mets d'ailleurs en référence de l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit un taux de croissance pour l'industrie de la réfrigération qui est absolument démentiel dans les prochaines années, parce qu'il y a plein de gens qui vont devoir s'équiper avec des clims juste pour pouvoir vivre à peu près confortablement à l'endroit où ils vivent, ce qui évidemment crée une tension énorme sur la production d'électricité. Au niveau de la production de gaz à effet de serre, alors, il y a évidemment la production qui correspond à la consommation des lecs, parce que quand vous consommez les lecs, vous allez rejeter un petit peu de carbone. C'est peu le cas en France, mais ça dépend des endroits, évidemment. Et puis surtout des fluides, je vais y arriver, des fuites de fluides, c'est pas facile à dire, des fuites de fluides frigorigènes, donc qui sont, je reviendrai dessus, encore jusqu'à maintenant, souvent des produits qui participent énormément à la production d'effets de serre, ce qu'on appelle des produits avec des pouvoirs de réchauffement globaux très élevés. Et c'est une des raisons pour lesquelles on va progressivement se séparer de certains de ces fluides frigorigènes. C'est un secteur qui effectivement est en pleine mutation. Alors je reviendrai dessus juste après. C'est vraiment le changement des fluides frigorigènes qui a changé beaucoup de choses. C'est une industrie qui bouge très très vite. Un petit peu plus précisément sur les évolutions réglementaires. Ce qu'on va voir par la suite, c'est que la majeure partie des systèmes de réfrigération, quasiment tous, ils sont basés sur un principe qu'on appelle la compression mécanique de vapeur. Donc ça passe par l'utilisation d'un compresseur, notamment, et vous allez avoir un fluide qui va travailler avec des changements de phase à deux niveaux de pression. Bref, je reviendrai dessus. Historiquement, comme je vous disais, les tout premiers fluides qu'on a utilisés, c'était du dioxyde de soufre. Ensuite, on a utilisé de l'ammoniac, qui était quand même assez compliqué, parce qu'inflammable. Et puis, c'est les marins pour les bateaux qui ont commencé à utiliser du dioxyde de carbone, qui est très bien, mais le problème du dioxyde de carbone, c'est qu'il faut manipuler des pressions qui sont extrêmement élevées. Et à l'époque, on maîtrisait très très mal les soudures. Donc évidemment, mauvaise soudure, haute pression, vous imaginez, ça peut pas très très bien se terminer. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des premiers fluides, ce qu'on appelle artificiels, qui ont été créés. Et ça, en gros, c'était au niveau des années 30 à peu près, on va dire premier quart, un tout petit peu plus du XXe siècle. Les géants de la chimie ont créé ce qu'on appelait des chlorofluorocarbones, qu'on appelait aussi des fréons. Vous avez probablement déjà entendu ce mot-là. Donc fréon, c'était le nom commercial pour les chlorofluorocarbones. Donc les plus connus, c'était le R11 et le R12. Donc c'est vraiment les anciennes machines. Moi, j'en ai jamais vu, hein, j'ai jamais vu. J'ai vu une machine au R11 il y a très longtemps, mais c'est interdit depuis tellement longtemps. Alors, pour quelle raison? On s'est rendu compte, ça pour le coup vous avez de la chance, vous êtes trop jeune pour avoir connu, à partir de la fin des années 1970, d'un truc qu'on appelait le trou de la couche d'ozone. Donc il y a des gens qui ont analysé la haute atmosphère et qui se sont rendus compte, notamment au pôle, que la couche d'ozone commençait à baisser en densité. On avait une concentration d'ozone qui baissait. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que l'ozone participe à la protection contre les rayons ultraviolets. Donc c'est une des couches qui nous protège des rayonnements du soleil qui sinon nous ferait quand même beaucoup de mal. Et évidemment c'est un problème relativement grave parce qu'ils se sont rendus compte sur plusieurs années que vous aviez un trou qui continuait à grossir avec le temps, donc il fallait quand même arriver à agir sur quelque chose. Et puis en parallèle, il y avait le problème aussi de ce qu'on appelait les pluies acides. C'est pareil, avec un peu de chance, vous n'avez pas connu ça, vous avez du bol. Quand j'étais gamin, on en parlait pas mal. Et on s'est rendu compte très rapidement que ces deux phénomènes-là étaient liés pas seulement, mais en grande partie, à ce qu'on appelait justement aux résidus chlorés. C'est-à-dire en fait, c'est les produits chlorés qui, dans la haute atmosphère, apparemment le chlore a une excellente affinité avec l'ozone, donc il se combine très très bien. Et donc il fallait éviter de relâcher du chlore dans l'atmosphère. Donc ça a donné naissance à un accord mondial qu'on a appelé le protocole de Montréal, qui a été signé par quasiment 200 pays, c'est marqué là, hein, qui s'engageait à abandonner les chlorofluorocarbones à un intervalle de temps relativement réduit. Et effectivement, c'est une transition qui s'est faite. Alors,
Évidemment, si on compare avec le réchauffement climatique aujourd'hui, on peut se dire quand même la vache à l'époque on était super efficace. C'est vrai, mais il y a plusieurs raisons quand même qui expliquent ces choses-là. C'est que les gens qui étaient impliqués étaient uniquement les industriels spécialisés. C'est-à-dire en gros, c'est que les gens qui faisaient de la réfrigération. Donc c'était qu'il y avait que ça concernait. En gros, le plus grand public qui achetait des frigos, lui, le fluide qu'il y avait dedans, il savait pas ce que c'était, donc ça changeait pas grand-chose. Ça n'avait aucun impact sur le client final. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on avait déjà les solutions de remplacement. Ça, c'était vraiment, c'est ce qui fait une grosse différence. Et donc très rapidement, pour éviter cet effet délétère sur la couche d'ozone, on est passé à ce qu'on a appelé des HCFC, donc des hydrochlorofluorocarbones. Donc toujours du fluor, mais combiné de manière un petit peu différente, qui fait qu'il y a une molécule qui est beaucoup plus solide. Donc le chlore, pardon, a tendance à beaucoup moins se disséminer, se partir dans l'atmosphère. Et donc du coup, ça c'était très bien pour la couche d'ozone, sauf qu'on s'est rendu compte assez rapidement que ça posait de problème vis-à-vis de l'effet de serre. Donc les plus connus de ces fluides-là, c'était le R22 et puis le R141B. Alors. Et ceux-là, normalement, sont interdits maintenant de simulation. On n'a plus le droit de mettre ni du R22 ni du 141B, tout ça c'est interdit, parce qu'ils avaient un pouvoir d'effet de serre très important. Alors ils ont été remplacés par une troisième génération de fluides qu'on a appelé les HFC, donc les hydrofluorocarbones. Tout, oui, hydrofluorocarbone. Donc avec du fluor. Donc là, il n'y a plus de chlore pour le coup. Par contre, ceux-là, donc ils ont un pouvoir de réchauffement global qui est moins élevé, mais quand même relativement important. Donc ça, c'est les fluides actuels en gros. Donc je reviendrai dessus, c'est le R404, c'est le R143, ce genre de choses, qui sont très couramment utilisés dans les machines frigorifiques. Et du coup, vous avez ça comme solution. Donc c'était la solution en troisième partie, on va dire, troisième génération, ou alors ce qu'on a appelé les fluides naturels. Et donc les fluides naturels, bah, c'est par exemple l'ammoniac, donc retour aux sources, retour aux origines de la machine frigorifique. On a commencé à manipuler de l'ammoniac. Évidemment, maintenant, on n'a pas du tout la même qualité de soudure, on n'a pas les mêmes qualités de matériaux, donc ça pose pas du tout le même problème de manipuler de l'ammoniac aujourd'hui que à la moitié du 19e siècle. Et puis les hydrocarbures, et puis d'autres fuites dont je vais parler très rapidement par la suite. Donc voilà un petit résumé de tout ça. Les CFC aujourd'hui sont formellement interdits. Les HCFC, normalement, on n'a plus le droit de les renouveler. Donc ça veut dire qu'il est possible de pouvoir encore croiser des machines qui, par exemple, fonctionnent avec du R22. Par contre, il est interdit de les remplir avec du R22. Ça, c'est terminé. On n'a plus le droit de faire ça. Et ensuite, vous avez, donc là, on en est encore à la génération des HFC. Donc le R134A, le 404, le 410, ceux-là. Le R23 aussi, qui sont dans cette catégorie-là. Donc ceux-là sont encore autorisés, mais ils vont progressivement être interdits. Donc je crois que mon transparent date un peu parce qu'il me semble que la dernière réglementation qui date de 2020, de cette année, elle interdit l'utilisation de cela à l'horizon, je ne sais plus quand, mais c'est assez court terme. On va être obligé de s'en débarrasser. C'est d'ailleurs un des aiguillons qui fait que l'industrie de la réfrigération elle évolue aussi rapidement. Ça vient vraiment de ça aussi. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme fluide naturel? Alors, c'est assez marrant, c'est que les frigoristes ont des noms qui commencent par R pour tous les fluides, hein. Donc, l'ammoniac, c'est le 717, le R717. Il y en a un autre qui est connu, c'est le CO2. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus parce que c'est une application très particulière, le CO2, c'est du 744. Vous avez aussi ce qu'on appelle les hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures, il y a l'isobutane, c'est le 600, et le propane, le 290, qui fonctionnent très bien. Excellente performance, facile à utiliser, aucun souci. Le problème, évidemment, c'est que c'est inflammable. Donc, ça veut dire que ça n'est facilement utilisable que pour des quantités faibles. D'accord. En gros, quand vous êtes sur un petit frigo, dans ma cuisine, c'est un frigo qui fonctionne au butane, je l'ai changé il n'y a pas très très longtemps. Vous avez quelques grammes, ça pose aucun problème parce que si ça s'enflamme, ça va faire un gros pouf, puis voilà, ça va s'arrêter. Par contre, si vous avez de grosses machines frigorifiques, par exemple pour des alimentations de chambres froides ou de systèmes industriels ou de clim, c'est beaucoup plus difficile, de clim de grosses dimensions, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces hydrocarbures en grande quantité parce que du coup, il faut tous les dispositifs de sécurité qui vont avec. Vous avez donc en naturel l'ammoniac, j'en ai déjà parlé, le 744, donc l'ammoniac il est toxique. Le CO2, il travaille à très haute pression. Ça se gère relativement bien. Après, c'est un problème de culture industrielle, mais maintenant, avoir des circuits avec des soudures qui tiennent à 120 bars, c'est pas vraiment un souci, hein, ça se fait relativement bien. Ça se généralise d'ailleurs, il y a de plus en plus d'industriels qui basculent sur le CO2. Et puis, il y en a une autre catégorie que j'ai pas citée ici, que je vais citer rapidement, c'est les HFO, donc les hydrofluoroléphines. Donc, c'est les toutes dernières générations de fluides synthétiques qui n'ont ni problème d'ozone, ni problème d'effet de serre, ou en tout cas un pouvoir d'effet de serre vraiment réduit, en gros 2 à 3 fois celui du CO2, alors que quand on parle des HFC, on est plutôt sur de l'ordre de 1000 fois celui du CO2, donc c'est quand même un petit peu autre chose. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils sont encore relativement chers parce qu'ils sont produits en très basse quantité, en très faible quantité. Et le gros inconvénient technique des HFO, je réexpliquerai un petit peu après pourquoi, c'est qu'ils sont très peu denses et du coup ils nécessitent de très gros compresseurs. Donc ça coûte un peu cher en termes d'investissement. Mais il y a certaines solutions, par exemple dans les clims de bagnole, où maintenant les constructeurs sont partis quasiment exclusivement sur les HFO, sauf exception.
De la même manière qu'on avait vu que quand on a une machine motrice qui travaille entre deux niveaux de température, on pouvait arriver à quantifier la qualité de cette machine par rapport à l'idéal en utilisant le rendement de Carnot, eh bien on peut faire exactement la même chose avec un réfrigérateur idéal. Et donc le réfrigérateur idéal, celui qui travaille entre deux niveaux de température donnés et qui va consommer la quantité de travail minimale pour une quantité de chaleur absorbée depuis la source froide, donc celui-là, il va suivre ce qu'on appelle un cycle de Carnot inverse. Et donc ce cycle de Carnot inverse, c'est le même cycle de Carnot que celui qu'on avait vu, sauf qu'on le parcourt dans l'autre sens. Le rendement de ce cycle Carnot, donc c'est le COP qui est ici, qui est marqué COP frigo Carnot, donc qui ne dépend que des températures, des milieux chauds et des milieux froids avec lesquels il échange. D'accord. Donc c'est la même chose qu'avec un moteur thermique, ça ne dépend que du niveau de température, c'est ce qui fait un peu la beauté aussi de cette formule-là, mais sauf que ça a les mêmes limitations que pour un moteur thermique, hein, c'est-à-dire que vous restez quand même sur un cycle idéal, sans dissipation, sans rien, sans frottement, ni rien. Mais ça vous permet quand même de voir en fonction du niveau de température auquel vous allez travailler, quel va être le COP le plus élevé possible. Et ça, c'est extrêmement important parce que proportionnellement, on travaille ici avec des gammes de températures qui peuvent être extrêmement étendues. Je m'explique, si vous travaillez par exemple avec un réfrigérateur domestique qui va travailler en gros entre une température de vos yaourts à 6 degrés et la température extérieure à 20 degrés, en gros, vous avez une quinzaine de degrés de différence de température. Eh bien, vous voyez bien à l'expression de Scope Carnot que vous allez vous retrouver avec une valeur qui va être relativement importante par rapport à celle qui pourrait caractériser une machine cryogénique. Imaginez une machine cryogénique. Je prends le cas extrême, vous liquéfiez de l'hélium. La liquéfaction de l'hélium, ça se passe à 4 Kelvin. Donc, vous absorbez de la chaleur à 4 Kelvin pour à un moment donné, au bout d'une cascade très complexe, mais quand même, rejeter cette chaleur dans l'ambiance, et bien là, vous n'allez pas travailler avec 15 degrés de différence de température. Vous allez travailler avec l'équivalent de 300 degrés de différence de température. Et évidemment, le COP, il pourra vous paraître parfaitement ridicule parce que vous allez diviser par une différence de température qui sera extrêmement faible. D'accord. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Et évidemment, dans ces cas-là, quand vous êtes une machine de clim, une machine de cryogénie ou même des machines avec des niveaux de température intermédiaires, quand on veut arriver à évaluer si ces machines sont performantes ou pas, il faut le faire par rapport à des COP qui sont adaptés. Et du coup, vous avez cette expression-là. Et puis, encore une fois, comme pour la machine, comme pour le moteur thermique, pardon, si vous voulez arriver à comparer les performances de votre machine avec celles d'une machine idéale, eh bien vous divisez le COP, donc le rendement frigo, par le COP idéal, donc le rendement frigo Carnot. Et là, vous avez forcément un chiffre qui est inférieur à 1. Quel que soit le COP de votre machine réelle, il sera toujours inférieur au COP de la machine idéale. Alors, je passe au mode de fonctionnement de ce type de machine. Donc, comme je vous ai dit, pour des raisons techniques qui sont assez faciles à comprendre, les machines à compression mécanique de vapeur occupent la quasi-totalité du marché. Alors, pourquoi? Parce que elles fonctionnent très bien dans des gammes de température qui nous intéressent le plus. La majeure partie des applications de réfrigération, c'est en gros jusqu'à la congélation. Donc, vous allez descendre jusqu'à moins 35 degrés à peu près. En dessous, cryogénie, il y a quand même moins d'applications. Si on rapporte ça à la puissance installée, ça reste quand même relativement faible. Donc ça couvre très très bien la gamme de température qui nous intéresse. Et puis c'est des machines qui sont aussi, qui maintenant ont des technologies éprouvées, qui sont relativement simples, les performances sont bonnes, sauf si vraiment vous avez un coût d'électricité qui est prohibitif. Mais en règle générale, c'est extrêmement compétitif, extrêmement performant. Et puis j'en avais déjà parlé aussi, bah, il y a un problème de culture technique, il y a un problème de chaîne industrielle, il y a un problème de frigoristes qui sont qualifiés pour ce type de machine. Donc comment est-ce que fonctionne ce type de machine? Eh bien l'idée c'est que on va utiliser le fait que le phénomène d'évaporation d'un corps quelconque est un phénomène qui est endothermique. Donc ça, on en avait parlé lors du précédent cours, quand je vous avais parlé des équilibres hétérogènes de phase. Vous êtes obligé, si vous voulez arriver à évaporer un fluide, c'est-à-dire à le passer d'une énergie interne faible, parce que liquide, à une énergie interne plus importante, parce que sous forme de vapeur, vous devez lui fournir de la chaleur, vous devez lui fournir de l'énergie. Donc l'évaporation est un phénomène qui est endothermique, qui absorbe de l'énergie. Réciproquement, et juste par application de la conservation de l'énergie, un phénomène de liquéfaction, donc nous on va parler de condensation dans la suite, j'avais déjà abordé ce problème de vocabulaire pas très précis, là je reste précis, la liquéfaction, c'est-à-dire le changement de phase vapeur-liquide, lui bah, par définition est exothermique, hein, forcément, donc celui-là va rejeter de la chaleur, et du coup l'idée c'est de se dire que si je pouvais arriver à absorber de la chaleur au niveau froid par une évaporation, et à la rejeter au niveau chaud par une liquéfaction, potentiellement je pourrais faire du pompage de chaleur, c'est-à-dire absorber à un niveau froid pour rejeter à un niveau chaud. Ça, potentiellement, c'est possible. Alors, comment est-ce que je peux faire? Parce que je sais aussi, même chose, je fais référence à mon précédent cours sur l'équilibre hétérogène des phases, c'est que la température à laquelle se déroule un changement de phase est liée à la pression à laquelle ce changement de phase se déroule. Et plus vous augmentez la pression de votre fluide, et plus ce fluide aura tendance à changer de phase à un niveau de température élevé. D'accord? Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour pomper de la chaleur? Eh bien, il suffit entre guillemets évidemment, d'évaporer votre fluide à un niveau de basse pression. Donc, si vous arrivez à créer une basse pression dans une partie du circuit et que vous mettez cette basse pression au contact de quelque chose de
plus chaud, et bien automatiquement vous allez avoir une absorption de chaleur qui va se passer là, qui va créer votre changement de phase. Et puis si ensuite votre fluide, vous arrivez à le comprimer jusqu'à un niveau de pression élevé, et que ce gaz maintenant qui va être à haute pression et plus chaud, bah, vous le mettez au contact de quelque chose de plus froid que lui, et bien là vous allez pouvoir rendre la chaleur sous forme de liquéfaction, et du coup vous avez créé une machine frigorifique. D'accord? Donc la machine à compression mécanique de vapeur, c'est vraiment ça. J'entretiens une évaporation de mon fluide frigorigène dans un milieu froid, mais au contact de quelque chose qui est plus chaud. D'accord? Donc vos yaourts à 6 degrés, ben, vous entretenez une évaporation endothermique à 0 degré pour que la chaleur de 6 degrés passe à 0 degré. Ensuite, vous prenez votre fluide, vous le comprimez jusqu'à atteindre un niveau de pression qui correspond potentiellement à un changement de phase, mettons à 30 degrés. Et puis quand vous rejetez votre gaz vers l'extérieur, ben, évidemment, votre fluide qui va se retrouver dans un état de saturation à 30 degrés, bah, si l'ambiance est à 25 degrés par exemple, vous allez rejeter la chaleur de votre changement de phase à 30 degrés vers 25 degrés. Et ensuite, il vous suffira juste de boucler le circuit. Alors on verra que ça va se faire avec une vanne qu'on appelle un détendeur. Et là, vous avez créé une machine qui potentiellement absorbe de la chaleur à basse température pour la rejeter à haute température. D'accord. Pour ordre de grandeur, ces machines-là fonctionnent généralement très bien jusqu'à moins 80 degrés. En dessous de moins 80 degrés, c'est plus difficile pour une raison toute simple, c'est que on est coincé par la courbe de saturation. Même chose, je le rappelle par rapport à mon cours précédent, vous ne pouvez avoir un changement de phase liquide-vapeur qu'à partir du moment où vous vous trouvez entre le point triple et le point critique, c'est-à-dire sur la courbe de saturation de votre fluide. Et pour arriver à trouver des fluides avec des points triples et des points critiques qui se trouvent dans la bonne zone, eh bien, ça devient compliqué quand on commence à descendre en température. Alors justement, ça me fait la transition. Quelques exemples de courbes de saturation. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de fluides relativement courants. Donc vous avez en bleu ce qui correspond à l'eau. Donc l'eau, évidemment, on voit bien que la courbe de saturation démarre aux alentours de 0 degré, parce que c'est ce qui correspond au point triple. Hein. Le point triple de l'eau, il est à 0,01. Et puis ici, on n'est pas allé évidemment jusqu'à la température critique, ça irait beaucoup trop haut. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 0 degré. Et puis ensuite, vous avez d'autres fluides. Donc là, vous avez en orange ce qu'on appelle l'isobutane, le R600, c'est ce que j'ai dans mon frigo. Vous avez en violet le 290, qui est le propane, qui est un peu le fluide à la mode, qui se développe aussi très bien. Et puis vous avez en vert ce qui correspond au 717, donc c'est l'ammoniac. Et puis le rouge, c'est le 410. Donc le 410, c'est un HFC relativement courant en industrie, dans plein d'applications. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que euh, si vous voulez entretenir un changement de phase liquide-vapeur, vous devez nécessairement travailler dans une gamme de température et donc dans une gamme de pression qui se trouve quelque part entre le point triple et le point critique. Il n'y a pas le choix. Donc qu'est-ce qui se passe si je considère par exemple l'eau, ben, comme je disais, l'eau est inutilisable pour le froid négatif. Voilà, pour le froid négatif, vous ne pouvez pas. Pour une raison toute simple, c'est qu'en dessous du point triple, il n'y a plus de possibilité d'avoir de l'eau sous forme liquide. Vous n'avez forcément que de la glace. Donc vous avez des phénomènes ou de condensation solide ou de sublimation. Mais du coup, vous ne pouvez pas faire une machine frigorifique avec ça. Par contre, une fois qu'on est en froid positif, potentiellement, on peut utiliser de l'eau. Alors la difficulté, évidemment, quand vous regardez l'échelle de pression qui est ici en coordonnées verticales, c'est une pression absolue. Hein. Donc ça veut dire que vous allez travailler, si vous voulez pouvoir travailler avec de l'eau, même en froid positif pour faire de la clim, vous allez travailler avec des niveaux de pression extrêmement bas à l'intérieur du circuit. Donc ce qu'on appelle des niveaux de vide, vous allez tirer au vide beaucoup, et du coup là, les problèmes de fuite vont se poser très très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il existe très peu d'exemples. Il existe quelques exemples notamment en Allemagne, je ne sais plus exactement à quel endroit, mais je pourrais retrouver la référence si ça vous intéresse. Il y a des gens qui ont essayé de mettre au point des machines frigorifiques avec de l'eau. C'est évidemment c'est la pression qui pose problème. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on change avec un autre fluide. Donc je prends l'exemple du R600. Alors le R600, il est très très bien. Si je veux faire par exemple du froid négatif, eh ben, je peux descendre à une température relativement réduite. Vous voyez ici, je suis peut-être aux alentours de moins 10, moins 15. Il faudrait vérifier. Et à moins 10, moins 15, je suis encore à une pression qui est proche de l'atmosphère. Et évidemment, plus la pression de fonctionnement du fluide va être proche de l'atmosphère, et mieux ce sera pour ma machine, parce que ça veut dire que du point de vue technique, je n'aurai pas besoin d'avoir des tubes énormes, des soudures très compliquées, des joints d'étanchéité partout. Voilà. Plus on est proche de la pression atmosphérique, et mieux c'est pour la conception du système, c'est beaucoup plus simple. On a moins de risque d'explosion, évidemment. Ce qui posait problème avec l'ammoniac, hein, si vous regardez un petit peu l'ammoniac. Notamment l'ammoniac, le problème c'est que on aura peut-être l'occasion de le voir quand on veut le refouler du compresseur. Des fois, ça sert vraiment à très très haute température. Ça, c'est un vrai problème. Et du coup, bah, vous pouvez très rapidement vous retrouver à tutoyer 50-80 bars de pression. Aujourd'hui, c'est pas véritablement un souci. Au moment où on a commencé à utiliser ce type de machine, c'était quand même relativement compliqué. D'accord. Donc, en fonction de la gamme de température dans laquelle vous allez travailler, donc là, j'ai mis en évidence la gamme qui correspond en gros entre moins 30 et 20 degrés. Et bien, vous voyez qu'il y a pas mal de fluides qui se mettent là-dessus. Et en fait, la définition, ce pourquoi est-ce qu'on a cherché ces fluides synthétiques, c'était d'arriver à créer des substances chimiques dont le changement de phase, dont la courbe de saturation, dans cette gamme de température-là, qui est notre gamme de température usuelle, passait par des valeurs de pression
somme toute acceptable. Et si on prend le 410, ben voilà, le 410, si vous le prenez à moins 30, en gros, il se trouve à 3 bars. Et si vous montez jusqu'à 20 degrés, vous êtes un tout petit peu plus de, vous êtes en dessous de 20 bars, vous devez être à 15 ou 16 bars. Donc c'est des pressions qui se manipulent relativement bien avec des circuits qui ne sont pas très compliqués. Si vous voulez obtenir ce même niveau de température là, mais avec des fluides, même des fluides naturels, ben vous risquez de devoir travailler des niveaux de pression plus complexes. Alors, physiquement, comment est-ce que ça fonctionne une machine comme ça? Ça, c'est la structure, on va dire, canonique. C'est la manière, c'est la façon la plus simple dont on peut définir une machine frigorifique à compression mécanique de vapeur. Donc l'idée, c'est de dire que vous avez besoin pour votre fluide frigorigène d'avoir deux niveaux de pression différents. Comment est-ce que je peux arriver à créer deux niveaux de pression différents? Eh bien, par une analogie avec ce que vous avez déjà vu en mécanique des fluides, il faut que je crée une perte de charge. D'accord? Vous vous souvenez, en mécanique des fluides, vous avez une pompe qui va motoriser un écoulement, ça va passer par un circuit, il va y avoir des vannes, tout un paquet de choses, et vous allez avoir des pertes de charge. Et en fait, ces pertes de charge vont correspondre peu ou prou à l'énergie mécanique que la pompe doit fournir pour mettre le fluide en mouvement. Et dans ces cas-là, c'est négatif. La plupart du temps, en mécanique des fluides, si on pouvait ne pas avoir de perte de charge, on préférerait. Eh bien, dans le cas d'une machine frigorifique, c'est positif. Et c'est ça qu'on recherche, parce que ce qu'on veut, c'est avoir deux niveaux de température. Donc comment est-ce que vous faites pour créer une perte de charge? Eh bien, imaginez que vous avez votre circuit ici, avec votre compresseur et votre détendeur. Donc le détendeur, c'est juste une vanne, hein, vous imaginez. On en reparlera peut-être, il y a plusieurs techniques pour faire, mais en gros, c'est un robinet partiellement fermé. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez votre détendeur en face de votre compresseur. Donc en gros, vous mettez une pompe d'un côté et vous mettez un robinet de l'autre et vous fermez le robinet. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez forcément créer une perte de charge. Et qui dit perte de charge dit surpression en amont du détendeur. Donc vous allez vous retrouver avec une pression ici côté chaud qui va être plus élevée et une pression côté froid qui va être plus basse. Et là, banco, parce que c'est exactement ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est avoir un niveau avec une pression basse au niveau du milieu froid pour pouvoir produire l'évaporation à ce niveau-là. Et vous cherchez aussi à avoir un niveau à pression haute à proximité d'un milieu chaud pour pouvoir recondenser au niveau de ce milieu-là. Et du coup, eh ben, la structure la plus élémentaire pour une machine à compression de vapeur, c'est en gros un compresseur ici. Donc vous partez depuis le point 1. Alors après les numérotations du cycle, normalement je vais essayer de m'y tenir. Donc ça devrait être homogène tout au long du cours. Le point 1, c'est ce qui correspond au point d'entrée du compresseur. Donc là, en gros, vous avez du gaz. Ce gaz, vous le comprimez, vous l'envoyez dans le condenseur au point 2. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du condenseur, eh bien, vous l'envoyez dans un milieu où la température est plus basse que sa propre température de saturation. Donc le gaz va commencer à refroidir un petit peu. En phase de vapeur surchauffée, il va atteindre ce qu'on appelle le point de vapeur saturante. Donc je vous montrerai sur le diagramme après, mais ça doit vous rappeler des trucs. Et à partir de ce point de vapeur saturante, là, il va commencer à se liquéfier. Et là, il va commencer à rendre la chaleur. Donc il se liquéfie. Il arrive au point 3, normalement entièrement sous forme liquide. Alors en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on met la bouteille ici de réserve de liquide, donc effectivement, c'est toujours sous forme de liquide. Et puis ensuite, sous forme de liquide, ben là, on le détend, donc on le balance dans le détendeur. Alors cette détente, le petit inconvénient, c'est qu'elle a tendance à vaporiser une partie du liquide, donc le liquide se retrouve partiellement sous forme de vapeur au niveau du point 4. Et au niveau du point 4, ce qui se passe, c'est que votre fluide, du coup, qui est majoritairement, malgré tout, sous forme de liquide, eh bien là, il va s'évaporer au contact du milieu froid. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve à un niveau de pression où sa propre température de saturation est inférieure à la température du milieu froid qu'on cherche à refroidir. Et du coup, vous évacuez la chaleur comme ça. Et si votre machine est une machine frigorifique, eh bien, vous allez diviser la quantité de chaleur, le flux de chaleur ici que vous absorbez entre le milieu froid et l'évaporateur par le travail mécanique de compression. Et si votre machine est une pompe à chaleur, bah là, ce qui va vous intéresser, c'est de chauffer. Donc ça va plutôt être le flux chaud que vous allez relâcher par le condenseur, celui qui est échangé entre le condenseur et le milieu chaud que vous cherchez à chauffer, typiquement à l'intérieur de votre maison. Et cette puissance-là, vous la divisez par la puissance consommée par le compresseur et vous avez de nouveau le COP, mais le COP calorifique, c'est-à-dire le COP pompe à chaleur. D'accord? Un petit point de vocabulaire aussi, même si dans le milieu, on a du mal à se tenir à ce type de vocabulaire, mais j'aime bien parce que c'est relativement rigoureux. À partir du moment où votre fluide est utilisé pour faire du froid, on devrait parler de fluide frigorigène, de la même manière qu'on parle de fluide frigoporteur si on veut utiliser ce fluide-là pour transporter du froid, c'est-à-dire pour maintenir un niveau de température basse sur une longueur de transport, par exemple dans un réseau de froid ou dans un réseau d'eau glacée. Si au contraire le même fluide ici sert normalement à produire de la chaleur, on devrait parler de fluide calorigène. Le fluide calorigène, c'est le même fluide, sauf qu'il est utilisé dans une pompe à chaleur pour produire du chaud. Et dans ce cas-là, on peut transporter la chaleur via un fluide caloporteur, hein, calo c'est toujours la chaleur, vers l'endroit d'utilisation. Je vais vous montrer un exemple de cycle. Alors, l'avantage aussi de ça, c'est qu'on va utiliser exactement le même type de diagramme qu'on avait utilisé pour le précédent cours quand on avait vu les turbines à vapeur. Sauf que cette fois-ci, le fluide de travail n'est plus de l'eau, ça va être un autre fluide et du coup, bah, la courbe de saturation, elle va être un petit peu différente. Alors là, je vous présente la courbe de saturation de l'isobutane, donc du R600A de son petit nom. Toujours pareil, hein, vous avez en abscisse l'enthalpie, donc l'énergie
contenu dans le fluide. Vous avez en ordonnée la pression, qui généralement est sous forme logarithmique, en échelle logarithmique pour que ce soit plus simple à tracer. Et puis vous vous retrouvez toujours ici au sommet de la courbe avec le point critique du fluide. Et à gauche de la courbe de saturation, vous avez le liquide. Sur la courbe de saturation de ce côté-ci, vous avez ce qu'on appelle le liquide saturé. Au milieu, vous avez la zone qui correspond à du diphasique, donc vous avez une coexistence de phases, vous avez un équilibre hétérogène entre le liquide et la vapeur. Quand vous vous retrouvez sur cette courbe-là, ici à droite, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le point de vapeur saturée. Et puis quand vous passez complètement à droite de la courbe, vous avez ce qu'on appelle la zone de vapeur surchauffée. Comment est-ce qu'on représente une machine à compression de vapeur dans un cycle comme ça? Alors on va commencer par représenter les isothermes, d'accord, qui sont dans ce cas-là horizontales. Pourquoi? Parce que c'est un fluide pur, et les fluides purs par définition, comme ils n'ont qu'une seule composition chimique, ils n'ont qu'une seule composition chimique, je ne peux pas le dire autrement, changent de phase pour une pression donnée à une température donnée. C'est-à-dire que les changements de phase se font de façon isotherme. Et du coup, à l'intérieur de la courbe diphasique, eh bien, les isobars correspondent à des isothermes. Donc, vous avez une coïncidence entre les deux. Et du coup, vous avez des changements de phase qui se font à température constante. Et puis évidemment, au fur et à mesure que vous augmentez la pression ici, vous augmentez aussi la température de saturation. C'est la forme de la fameuse courbe de saturation en exponentielle. Ça, il n'y a rien de nouveau. Si je veux piquer de la chaleur, ce que je dois faire du coup, c'est évaporer mon fluide à basse pression et basse température. Donc là, le cycle est un peu schématique. On verra en application des cycles un peu plus concrets pour que vous voyez à quoi ça correspond. Automatiquement, si je transforme une certaine quantité de matière, là c'est des kilogrammes, hein, toujours pareil, l'enthalpie c'est une enthalpie massique en kilogrammes. Si je transforme 1 kg de fluide, de liquide en vapeur, je vais devoir lui apporter de la chaleur. Parce que l'énergie interne d'une vapeur est toujours supérieure à l'énergie interne d'un liquide. C'est un problème de chaos moléculaire. Et cet apport de chaleur se fait par une évaporation. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre milieu hétérogène en diphasique, vous le collez au contact d'un truc plus froid que lui, plus chaud que lui, pardon. Du coup, la chaleur va passer là et vous allez augmenter l'évaporation, c'est-à-dire que vous allez augmenter la proportion de vapeur par rapport au liquide. Donc ça se passe dans un échangeur qu'on appelle un évaporateur. Et quand vous vous retrouvez ici au bout de la courbe là, vous êtes au point où vous avez sorti sous forme de vapeur. Et là, vous avez absorbé de la chaleur de votre milieu froid, de ce que vous cherchez à refroidir, de vos yaourts ou autre chose. Là, vous allez comprimer votre gaz. Donc cette compression, on verra en application qu'on utilise comme référence ce qu'on appelle la compression isentropique, parce que c'est une convention, on se passe par rapport à l'isentropique. Je ne vais pas aller dans le détail pour l'instant. Le fait est que vous allez augmenter à la fois la pression et la température du gaz. Et vous allez sortir avec votre fluide en phase gazeuse, en sortie de compresseur, qui va correspondre pour nous au point 2, dans un état de ce qu'on appelle les vapeurs surchauffées. Donc là, votre vapeur, vous êtes relativement loin du point de saturation. Ça va dépendre évidemment de la nature de votre fluide. Et puis ce fluide-là, vous allez le mettre au contact d'un milieu qui a une température qui est plus basse que sa propre température de saturation à la pression donnée. Donc ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va subir ce qu'on appelle un phénomène de désurchauffe, c'est-à-dire que votre gaz en fait va se refroidir tout simplement. Il se refroidit de façon sensible, donc il y a une baisse de température, et jusqu'à ce qu'il atteigne le point de vapeur saturée, c'est-à-dire là où en fait, il a atteint le niveau de température auquel il commence à changer de phase à cette pression-là, parce que vous avez fixé la pression par votre circuit. Donc ce qui se passe ensuite, c'est que vous allez avoir la condensation. Donc là, au contact de ce milieu plus froid, eh bien, le fluide il va continuer à se condenser. Donc en fait, il va se transformer progressivement sous forme de liquide, de vapeur en liquide. Donc vous allez rendre la chaleur que vous avez piquée à basse température jusqu'à ce que vous atteigniez le point de ici liquide saturé. Alors dans la quasi-totalité des cas, c'est quand on est en liquide saturé qu'on détend. On passe par une bouteille de liquide et ensuite on détend. Là, je vous présente un cas particulier, qui est une extension en quelque sorte, qui est ce qu'on appelle un cycle sous-refroidi. Donc quand c'est sous-refroidi, eh bien, ça veut dire que votre liquide, vous allez encore le refroidir un peu plus. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être au contact d'un milieu qui soit vraiment froid. Donc c'est pour ça que ce n'est pas applicable partout. On n'a pas toujours la possibilité de faire ça. Et ce qui se passe, c'est que vous allez libérer encore une certaine quantité de chaleur pour sous-refroidir le liquide. Alors quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que plus vous refroidissez ici, c'est-à-dire que plus votre point 3 il est décalé à gauche par rapport au point 2 secondes, et plus vous allez attaquer votre évaporation avec une quantité de liquide importante. En fait, si vous voulez arriver à tirer un maximum de chaleur de chaque kilogramme de fluide qui est impliqué dans votre boucle, il faut que ce kilogramme de fluide soit au maximum sous forme de liquide. 100% liquide, c'est le top. À partir du moment où vous entamez votre évaporation et que vous n'avez par exemple que 80% qui est sous forme de liquide, eh bien au final, vous n'allez absorber que 80% de la chaleur que vous pouviez potentiellement absorber. Donc c'est un peu l'objectif. Techniquement, c'est un peu compliqué à faire. C'est pour ça que des machines avec des sous-refroidissements, il n'y en a pas des masses. Enfin, je vous présente globalement le cycle dans son ensemble. Et puis ce qui se passe ensuite, c'est que le COP, du point de vue du fluide, donc c'est du point de vue de la quantité de chaleur, des quantités de chaleur et de travail qui sont échangées par le fluide, eh bien c'est le rapport de l'effet utile sur l'effet payé. Qu'est-ce que c'est que l'effet utile? C'est la variation d'enthalpie entre 1 et 4, c'est-à-dire pour chaque kilogramme de fluide impliqué,
la quantité de chaleur qui a été volée au milieu froid. Et puis qu'est-ce qu'on paye? Eh bien c'est la quantité d'énergie mécanique qu'on a apportée au gaz pour le comprimer. Donc c'est ce qui est entre 1 et 2. Et du coup, quand on veut exprimer le COP, ce qu'on appelle le COP du cycle, le COP du point de vue du fluide, eh bien on divise, parce que c'est le même débit massique. Donc pour ce COP, on divise la différence d'enthalpie entre le point de sortie d'évaporateur et le point d'entrée de l'évaporateur par la différence d'enthalpie entre la sortie du compresseur et l'entrée du compresseur, qui est aussi la sortie de l'évaporateur. D'accord? Et ça, il y a plein de cas, on le verra dans la pratique, où ce chiffre-là est supérieur à 1. Ça, c'est en gros un cycle idéal. Qu'est-ce qui se passe sur un cycle réel? Alors, il y a une première contrainte qui est liée, en fait, et c'est pas une histoire de performance, c'est une histoire de sécurité de fonctionnement du compresseur. La majeure partie des compresseurs qu'on utilise pour ce type de machine sont des compresseurs volumétriques. Et dans un compresseur volumétrique, il ne faut surtout pas envoyer de gouttelettes de liquide. Pour plein de raisons, pour des raisons de frottement. Donc c'est vraiment un problème de sécurité de fonctionnement. Donc en règle générale, on assure une légère surchauffe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre au contact le fluide un tout petit peu plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour l'évaporer. D'accord? Vous avez un phénomène d'évaporation, vous avez juste une quantité de chaleur qui correspond à j'ai 1 kg de fluide, j'ai besoin de tant de chaleur pour faire 1 kg de vapeur. Eh bien, je ne vais pas fournir ça, je vais fournir un petit peu plus. Pour que non seulement le fluide change de phase et il obtienne l'état de vapeur saturée, mais je vais le surchauffer légèrement. C'est pour ça qu'on appelle ça une surchauffe. Je vais partir un tout petit peu à droite sur le diagramme dans le domaine des vapeurs surchauffées pour être certain que quand je rentre dans le compresseur, je rentre purement vapeur. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de liquide dans le compresseur. D'accord? Donc ça, c'est le premier outil qu'on utilise pour protéger le compresseur. Après, il y a d'autres éléments qu'on appelle des bouteilles anti-coup de liquide, donc, qui, elles, sont plutôt là pour gérer les transitoires un peu violents, des fois quand on a des variations de charge. Mais dans l'ensemble, on essaie de s'arranger pour arriver à limiter ça. Évidemment, il y a une contrepartie, c'est que si vous surchauffez trop et que vous avez un gaz qui a trop haute température quand il rentre dans le compresseur, donc ça, on l'a vu ensemble, plus un gaz est chaud, plus il est cher à comprimer. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous augmentez trop la température du gaz en entrée du compresseur, ben, vos compresseurs vont consommer plus d'énergie pour comprimer le gaz, et du coup vous allez retrouver avec une chute du COP, parce que vous augmentez en fait la puissance mécanique qui se trouve au dénominateur de l'expression du COP. Donc c'est un compromis à trouver. Donc pour la plupart des machines, on se trouve, alors les mauvaises machines, mauvaises entre guillemets, un peu anciennes, on régule aux alentours de 10 degrés, 8-10 degrés pour être sûr qu'on n'ait pas de pépins. Les machines un petit peu plus performantes, on peut descendre jusqu'à 5-6 degrés. J'ai vu des machines tourner avec 4 degrés de surchauffe, donc là c'est vraiment, on a intérêt à avoir une régule tip top. Et évidemment, ben, on protège toujours le compresseur, mais tout en ayant un gaz qui est le plus froid possible en entrée de compresseur, et du coup ce qui fait gagner évidemment en COP. Alors, autre imperfection, une principale et deux franchement secondaires et très souvent négligeables. La première principale, c'est le côté non isentropique de la compression. D'accord, notre compression n'est pas idéale, il y a du frottement, d'accord, il y a des échanges de chaleur, des choses comme ça. Donc ça n'est pas ni adiabatique ni réversible, c'est quelque chose qui n'est pas isentropique, mais je vous montrerai comment est-ce qu'on prend ça en compte, c'est très très simple. Les changements de phase ne sont pas isobars, c'est-à-dire que rigoureusement vous avez des pertes de charge dans les échangeurs, et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir une détente qui est non isenthalpique. Donc, je reviendrai sur cette histoire de détente isenthalpique, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, c'était dans le transparent d'avant. Je vous réexpliquerai ça en TD, vous inquiétez pas. Parfois, on peut avoir une détente qui rigoureusement n'est pas isenthalpique, mais honnêtement, ça compte pour quasiment rien. C'est vraiment, la plupart du temps, c'est l'épaisseur du trait. Pour nous, ce qui va vraiment compter, c'est le fait qu'on est obligé de surchauffer le fluide avant l'entrée du compresseur, et puis c'est le fait que la compression n'est pas isentropique. Normalement, jusqu'à des températures de l'ordre de moins 25, bon, ça dépend évidemment des machines, on peut utiliser un seul compresseur. Par contre, dès qu'on commence à avoir des températures plus basses, alors évidemment, gardez en tête que la plupart du temps, que ce soit un frigo ou un congélateur, la température chaude elle est la même, c'est la température de l'ambiance. Donc, à température d'ambiance constante, si vous abaissez votre température d'évaporation, vous allez travailler avec une différence de température de plus en plus importante. Et donc, avec une différence de pression de plus en plus importante. Et donc, potentiellement, vous allez avoir un taux de compression qui va augmenter, ce qui ne va pas sans poser de problème au compresseur. Pour des raisons de consommation énergétique, pour des raisons de température de refoulement, enfin il y a plein de détails techniques qui rentrent en ligne de compte, qui font que quand on augmente la température, la différence de température entre le milieu froid et le milieu chaud, on préfère assez rapidement basculer sur des solutions biétagées parce que c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Donc je vous montre un exemple rapide de deux technos biétagés. Donc à gauche, vous avez ce qu'on appelle la stratégie à bouteille intermédiaire. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien en gros, vous avez une bouteille ici, un réservoir qui contient du fluide frigorigène dans deux phases. Et ce qui se passe, c'est que vous avez une partie ici basse température, donc là c'est votre milieu froid. Typiquement, c'est une application de congélation. Donc vous faites de la congélation, vous avez un fluide, votre fluide frigorigène ici qui est absorbé, qui est évaporé, qui est légèrement surchauffé, qui rentre dans le compresseur et qui sort du compresseur pour aller alimenter la bouteille de liquide. D'accord? Donc là, il rentre bouteille intermédiaire, pardon, qui n'est pas que liquide. Donc il alimente ici la phase vapeur. Et puis le cycle il est alimenté ici en évidemment soustrayant sur la phase liquide parce qu'il faut que le fluide soit vraiment liquide pour que vous puissiez obtenir ici votre phénomène d'évaporation. Et ensuite, donc là vous avez un niveau
de température et de pression intermédiaire. C'est saturé, hein, donc il y a une pression et une température. En gros, on va dire que c'est entre -5 et 0,5 degrés, quelque chose comme ça. C'est vraiment intermédiaire, mais on n'est pas encore au niveau température ambiante. Et ensuite, vous avez une deuxième boucle. C'est le même fluide évidemment, sauf que ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez l'aspirer sous forme de vapeur, donc sur le dessus de la bouteille intermédiaire, vous allez le recomprimer dans un compresseur et vous allez le recondenser dans un échangeur plus chaud qui lui est au contact de l'ambiance et vous allez détendre ça via un autre détendeur. Et puis le mélange diphasique, bah, vous allez le rebalancer dans la bouteille. En gros. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est en français, on appelle ça bouteille intermédiaire, en anglais, on appelle ça des systèmes flash tank. Et puis la deuxième structure, qui est un poil plus compliquée, mais qui dans certains cas peut être plus performante, c'est ce qu'on appelle la machine cascade. Donc la machine cascade, c'est que vous avez deux cycles différents, donc potentiellement deux fluides différents, qui échangent de la chaleur via un échangeur intermédiaire. Donc là, c'est vraiment le principe de la cascade, c'est-à-dire que vous allez absorber du froid par votre évaporateur à la basse température, vous allez comprimer le fluide, et puis la chaleur qui est rejetée par la condensation ici, dans l'échangeur intermédiaire, et bien cette chaleur-là, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va alimenter l'évaporation du second fluide, qui correspond en fait à la boucle chaude. Donc, ce qui est intéressant avec ce genre de machine, c'est que vous pouvez travailler avec deux fluides différents. Donc il y a par exemple des machines extrêmement performantes qui travaillent avec du CO2 à basse température, parce que le CO2 a de très très bonnes propriétés à basse température. Et à haute température, vous pouvez mettre du R404 ou même du 290. Maintenant, vous avez des boucles à 290 qui tournent très très bien. Donc ça, c'est super bien. Vous avez la possibilité de pouvoir réguler beaucoup plus facilement vos deux boucles, parce que c'est deux boucles qui sont vraiment indépendantes. Il y a un inconvénient, évidemment, c'est que vous perdez un petit peu au niveau de l'échangeur intermédiaire, parce que vous avez des gradients de température à passer. Donc tout ça fait que vous avez, en termes d'efficacité, bon, vous avez une petite perte. Donc je continue un petit peu sur ce qu'on appelle la cryogénie. Donc comme je vous disais, la cryogénie, c'est la réfrigération à partir du moment où on travaille avec des températures qui sont en gros inférieures à -150 degrés. Donc c'est quand on commence à entrer dans la gamme des températures où vous commencez à liquéfier les composants de l'air. Donc je vous ai rappelé les températures de condensation. Donc en gros, de l'azote à pression atmosphérique, vous le descendez à -196 degrés. Donc vous prenez de l'air, vous le descendez à -196, vous commencez à avoir une phase liquide qui apparaît. Cette phase liquide, c'est l'azote. Alors non, dans l'ordre, c'est l'oxygène, pardon, parce que la température de liquéfaction de l'oxygène est légèrement supérieure. Donc ce que vous allez faire quand vous allez refroidir de l'air, eh bien, vous allez avoir une phase, quand cet air va passer à une température qui correspond à 183 degrés, eh bien là, vous allez commencer à avoir une liquéfaction de l'oxygène, et puis ensuite, vous allez extraire l'azote, et vous allez faire ce qu'on appelle de l'air liquide. Donc l'entreprise Air Liquide, elle vient de là, elle vient d'un certain nombre de brevets qui avaient été déposés par un type qui s'appelait Georges Claude, qui avait développé des machines extrêmement intéressantes, très performantes pour arriver à faire ce genre de cycle. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai une référence de bouquin absolument passionnant sur ce type très très compliqué. À quoi ça sert la cryogénie? Alors apparemment on peut faire de la conservation d'aliments. Bon, azote liquide, je pense que c'est pour avoir des phénomènes de congélation très rapides. Parce qu'évidemment, plus vous avez une différence de température importante, plus vous vous retrouvez avec ces flux de chaleur échangés qui sont rapides, et du coup, plus rapidement vous pouvez arriver à réfrigérer quelque chose. J'en sais pas beaucoup plus. Si certains d'entre vous connaissent le sujet, je suis demandeur d'infos là-dessus. Une application évidemment à laquelle on pense, c'est la supraconductivité. Alors évidemment pour les IRM, ça c'est la première application qui vient en tête parce que pour nous c'est la plus importante. Mais il y a aussi de grosses applications de cryogénie dans les expérimentations scientifiques. Les plus connus étant les accélérateurs de particules. Donc le LHC par exemple qui est au CERN à côté de Genève, ils utilisent des machines cryogéniques mais des trucs de malade parce qu'ils doivent descendre à des températures extrêmement, extrêmement basses. Et là il y a aussi une grosse consommation. L'intérêt n'est pas vraiment le même, mais c'est aussi un enjeu et c'est aussi évidemment des technos à développer pour ça. Et puis l'application, comme je vous disais, qui est vraiment en plein développement, c'est la liquéfaction des gaz pour le transport d'énergie, qui était relativement marginale jusqu'à il y a quelques années et qui s'est généralisée énormément pour le transport et la liquéfaction. Il y a aussi des applications qui existent pour ça, sous l'effet de la diversification des marchés du gaz, sous l'effet de la diversification des ressources en gaz, parce que maintenant on injecte du biogaz aussi dans les réseaux. Et puis on peut peut-être imaginer, dans le cadre de développement de véhicules hydrogène, à avoir par exemple des réservoirs de liquide, hydrogène liquide, comme ça se fait couramment sur les fusées. C'est assez compliqué, hein. Technologiquement, c'est assez complexe. Et puis ensuite, eh bien, en fonction de votre gamme de température, donc là très rapidement, quand vous voulez arriver à obtenir des températures très froides, on va dire jusqu'à 4 Kelvin à peu près. Donc c'est vraiment ultra froid. L'élément neutre l'élément chimique qui se liquéfie à la plus basse température, c'est l'hélium. Voilà, l'hélium, il se liquéfie à 4 Kelvin. Donc si vous voulez produire de l'hélium liquide,
Donc on utilise ce qu'on appelle des cycles de Joule ou des cycles de Stirling inversés, c'est plutôt des joules inversés. Donc je vous ai mis en référence les articles des techniques de l'ingénieur sur la cryogénie, si vous avez l'occasion, jetez un coup d'œil, c'est super intéressant. Et en dessous des 4 Kelvin, là on commence vraiment à attaquer des trucs hyper bizarres. Alors la thermoacoustique, j'en ai pas parlé, c'est un peu particulier, ceux que ça intéresse, je pourrais répondre un petit peu à vos questions parce que c'est pas ma spécialité, mais je connais un tout petit peu. C'est faire du froid avec une onde sonore, c'est un peu particulier. Le refroidissement magnétocalorique, c'est un refroidissement magnétique. Donc le magnétique, c'est quand vous êtes typiquement en dessous de 4 Kelvin et que vous cherchez à atteindre des fractions de Kelvin, vraiment des ultra basses températures. Donc là, c'est uniquement application scientifique. Et puis en dessous, la seule solution qu'on a pour vraiment flirter avec le zéro absolu, qu'on ne peut pas atteindre, je rappelle, c'est une limite inatteignable, mais on peut quand même essayer de s'en rapprocher, eh bien, on peut le faire avec des lasers. Donc là, l'objectif des lasers, en fait, c'est qu'avec les lasers, on ralentit les molécules, parce qu'évidemment, la température, à un moment donné, c'est un problème de vitesse. Et donc, on ralentit les particules en leur envoyant des faisceaux laser et on arrive à obtenir des températures ultra basses. Mais ça, c'est vraiment très, très minoritaire. C'est des applications scientifiques. Quelques éléments sur tout ce qui est liquéfaction des gaz. Donc, je vous ai mis quelques éléments là chiffrés. Alors, évidemment, si on pense au gaz naturel, qui est majoritairement du méthane, hein, réglementairement, c'est au moins 97% de méthane, eh bien, ce qui se passe, c'est que ce gaz nat, à partir du moment où il change de phase et on peut le mettre sous forme liquide, donc en gros, ce qui correspond au volume massique du méthane, eh bien, le volume massique du méthane est en fait 140 fois plus important que le volume massique du méthane sous forme gazeuse liquide par rapport à gazeux, pardon. Et du coup, évidemment, si vous arrivez à liquéfier votre méthane pour le trimballer, vous allez pouvoir potentiellement trimballer beaucoup, beaucoup plus de méthane sur le même volume que vous ne pourriez le faire si le gaz était même comprimé. On peut assez facilement faire le calcul. Même si vous montez votre méthane à des pressions acceptables, on va dire 200-300 bars, vous serez très loin d'atteindre cet effet de densité-là. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant de trimballer ce type de carburant sous forme de basse température via un méthanier. Donc je vous montrerai juste après à quoi ça correspond. Et puis ce qui se passe maintenant, évidemment, c'est l'hydrogène, hein. Là pour le coup, ça c'est le vrai enjeu. C'est un des enjeux du développement de la filière hydrogène. Comment est-ce qu'on va stocker cet hydrogène? Parce que vous savez probablement que même si rapporté à la masse, la quantité d'énergie contenue dans l'hydrogène est énorme, d'accord? 1 kg, vous avez 120 mégajoules d'énergie, donc c'est énorme. Sauf que pour avoir 1 kg d'hydrogène, bah, c'est hyper galère. Parce que vous êtes obligé soit de le comprimer à très haute pression, et encore vous vous retrouvez avec une densité d'énergie qui est largement plus faible qu'un plein d'essence, hein. Il n'y a pas photo, hein. Le jour où on va remplir les bagnoles avec de l'hydrogène, on n'aura pas du tout les mêmes autonomies avec du carburant liquide classique. Et du coup, même si vous arrivez à liquéfier votre hydrogène, il faut commencer à tabasser parce que tu descends à 20 Kelvin, hein, donc c'est pas le frigo de ta cuisine qui va faire ça. Techniquement, c'est un peu complexe. Une fois que vous l'avez maintenu dans un réservoir cryogénique, bah, il faut que le réservoir cryogénique il tienne le coup. Il faut des couches d'isolant monstrueuses pour empêcher que le flux ne vienne de l'extérieur, sinon vous allez avoir de gros pépins. Et bien, si vous arrivez à faire ça, vous arrivez potentiellement à avoir un peu plus de densité d'énergie contenue dans les réservoirs, et c'est la raison pour laquelle on utilise ça par exemple pour les fusées. Eh bien, dans ces technologies-là, pour des raisons de coût, on pouvait se permettre de liquéfier l'hydrogène, c'était pas un souci. Maintenant, le faire pour les véhicules, c'est plus compliqué, mais c'est probablement quelque chose qu'il faudra envisager assez sérieusement pour la suite. Donc, si je reviens sur mes histoires de gaz naturel, comment est-ce qu'on fait en pratique? Eh bien, on le liquéfie, on le balance dans ce que vous voyez en bas. Là, je vous ai sorti un petit schéma que j'ai piqué sur Internet avec ce qu'on appelle un méthanier. Donc le méthanier, c'est un bateau qui va trimballer des gros réservoirs de, de gaz nat liquide. Pour des raisons de résistance à la pression, ces réservoirs-là sont souvent sphériques. C'est parce que ça permet de mieux gérer la pression, parce que vous n'avez pas de concentration de contrainte. Puis en gros, vous avez la plus petite surface par rapport au volume. Enfin bref, je ne rentre pas dans le détail. Quel est l'avantage techniquement de ce genre de système? C'est que le gaz nat qui est contenu dans les réservoirs peut être utilisé pour alimenter les moteurs du bateau. Ah ouais, pas con. Donc en fait, on fait un piquage sur ces réservoirs de gaz naturel et on en prélève une partie pour faire tourner les moteurs. Donc si vous avez une propulsion par turbine à gaz, voilà, c'est génial parce que c'est vraiment fait pour, ça tourne impeccable. Mais même sur des moteurs à combustion, moteurs à piston, on peut arriver à faire tourner avec des gaz sans trop de difficultés. Donc là, pareil, je ne vais pas m'apesantir sur le sujet, on pourra en discuter pour ceux que ça intéresse. Mais en gros, vous pouvez piquer sur les réservoirs pour alimenter votre bateau. Et puis surtout, le gros avantage, c'est la flexibilité au niveau de la livraison. Entre les points où vous avez des points de liquéfaction, donc production de gaz naturel liquide. Une fois que vous avez chargé sur le méthanier, en gros, vous pouvez l'emmener à peu près là où vous voulez, tant qu'il y a un terminal pour arriver à vous connecter et puis regazifier le gaz et le renvoyer sur le réseau. Et ça se développe extrêmement vite, il y a beaucoup d'endroits où ça se développe, et donc du coup ça donne une flexibilité au marché du gaz qui est énorme. Vous n'êtes plus nécessairement contraint, comme vous l'étiez à l'époque des tubes. Évidemment, quand il fallait trimballer le gaz dans des gazoducs, bah, le gazoduc il est à un endroit, il va d'un endroit A à un endroit B, on va pas tirer ça, c'est pas un tuyau d'arrosage quoi. Donc à partir du moment où c'est fixé, vous êtes un peu coincé sur la destination. Là, il y a quand même de très grande souplesse. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de producteurs de gaz nat, notamment dans le golfe arabo-persique où c'est quand même une situation
situation un petit peu tendue géopolitiquement, qui ont installé ce type de système parce que ça permet d'envoyer le méthane à peu près là où ils veulent sans trop de difficultés. Donc voilà une application parmi d'autres. Je ne vais pas m'empuissantir beaucoup plus sur le sujet. Et donc, comment est-ce qu'on fait de la cryogénie? Donc, bon, très rapidement, je vous avais déjà parlé des cycles de Joule inverses, donc ça c'est plutôt pour l'hélium. La magnétique, comme je vous avais dit, c'était plutôt quand on est aux alentours de 1 Kelvin. On peut aussi faire de la cryo avec des détentes, donc on fait de la détente de gaz, et à partir du moment où vous comprimez un gaz, vous le chauffez. Si vous l'étendez, vous le refroidissez. Et du coup, si vous vous débrouillez bien et que vous obtenez suffisamment de pression et que vous détendez un gaz initialement à une haute pression et par exemple à une température qui est proche de l'ambiance, eh bien à la détente, vous allez vous retrouver avec un gaz qui sera très très froid. Donc on peut faire ça avec une détente de Joule-Thomson. Alors quelques éléments maintenant sur l'aspect pompage de chaleur. Qu'est-ce que c'est que le pompage de chaleur? Eh bien vous allez utiliser exactement la même machine, sauf que vous allez l'utiliser non pas pour extraire de la chaleur d'un milieu à une température basse, mais au contraire pour rejeter de la chaleur dans un milieu à température plus haute. Donc typiquement, ça veut dire que votre pompe à chaleur, elle peut vous servir à prendre de la chaleur à l'extérieur pour l'amener, alors à la prendre, bah, typiquement aujourd'hui, je sais pas, il fait pas très froid aujourd'hui, on est à 6-7 degrés. Vous absorbez de la chaleur à un niveau à 6-7 degrés, donc ça veut dire que votre fluide frigo, bah, vous le mettez à 0 degré. Vous le mettez à une pression telle qu'il va changer de phase à 0 degré. D'accord? Et si ce tube-là, je le mets à l'extérieur de ma fenêtre, il va s'évaporer, du coup je vais produire de la vapeur. Et si je comprime cette vapeur-là jusqu'à un niveau de pression dont la saturation correspond à 30 degrés, et que je mets ça dans ma pièce ici, qui est aux alentours de 19, mon fluide frigorigène, il va se condenser et il va rejeter de la chaleur à l'intérieur de la pièce. Et du coup, je vais chauffer ma baraque. Ça, c'est ce qui correspond à une pompe à chaleur. Du coup, comment est-ce qu'on définit le rendement, le COP de la pompe à chaleur? Alors là, je l'ai appelé COP calo, parce que c'est COP calorifique à la place de frigorifique. Je vais essayer d'être rigoureux sur le vocabulaire pour une fois. Eh bien, je le définis tout simplement comme étant le flux calorifique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui est rejetée côté chaud, sur la quantité de puissance utile consommée, donc en l'occurrence électrique. D'accord? Et toujours pareil, ce COP, je le compare avec un COP idéal, et le COP idéal, c'est le COP de la pompe à chaleur de Carnot. Donc c'est le même cycle que Carnot inverse, sauf que cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est le flux qui est évacué côté chaud. Et donc du coup, la conséquence de ça, attention, c'est que la formule qui vous donne la valeur du COP de Carnot d'une pompe à chaleur, pardon, au numérateur, c'est la température chaude et puis la température froide. Mais sinon, c'est la même formule. Et puis quand vous divisez le COP de Carnot, le COP calorifique, pardon, par le COP calorifique Carnot, vous avez l'efficacité de votre pompe à chaleur. Alors, usuellement, les pompes à chaleur domestiques, quand on les, mais même usuellement, ça veut dire qu'on les achète, hein. Alors, vous allez voir au niveau des prix, ça pique un peu. Par contre, en termes de performance, on peut très facilement obtenir des COP qui sont compris entre 3 et 4. Donc, ça veut dire que 4, si vous imaginez que vous utilisez ce type de machine au lieu d'un chauffage électrique, eh bien, ça veut dire que potentiellement, vous allez diviser par 4 votre consommation d'électricité pour le même usage. Alors évidemment, c'est ultra simplifié, on n'a pas compté le coût d'investissement, on n'a pas compté tout ça. Mais l'ordre d'idée, c'est ça. Ce genre de système n'est véritablement rentable qu'à partir du moment où votre électricité est chère. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un dilemme, on sait qu'il faut qu'on diminue la consommation énergétique, notamment des bâtiments, parce que c'est un très gros poste de consommation à l'échelle nationale. On sait qu'il y a un moyen, même si c'est techniquement onéreux, qui est relativement simple, c'est d'utiliser une pompe à chaleur priori, pas de problème. Sauf que la rentabilité de cet investissement-là est liée au fait que vous payez votre électricité cher. Et en gros, je caricature, si votre électricité coûte rien, vous n'avez aucun intérêt économique à investir dans une pompe à chaleur. Et vous pouvez continuer à consommer comme des tarés. Donc c'est un peu délicat. Et c'est aussi la raison pour laquelle les pays dans lesquels les pompes à chaleur se sont le plus généralisées, c'est typiquement le nord de l'Europe. Alors déjà parce qu'ils ont des besoins en chauffage, ça me paraît assez évident qu'ils ne sont pas les mêmes que les nôtres, et puis surtout parce qu'ils ont un coût de l'électricité qui est beaucoup plus élevé, et du coup c'est beaucoup plus facile de rentabiliser les pompes à chaleur. Euh, Vous avez peut-être déjà entendu parler, pour ceux qui se sont intéressés aux pompes à chaleur, des pompes à chaleur RR, OR, RO, etc. Comment est-ce qu'on retient? Vous prenez le sens d'extraction de la chaleur. D'accord? Vous extrayez la chaleur d'un milieu et vous l'emmenez vers un autre milieu. Eh bien, si vous extrayez votre chaleur de l'air extérieur, votre pompe à chaleur, ça va être une R quelque chose. Et puis, si vous rejetez dans l'air à l'intérieur de votre bâtiment, eh ben, votre pompe à chaleur, ça va être une quelque chose R. Donc une pompe à chaleur RR, elle prend de la chaleur dans l'air extérieur, elle la rejette dans l'air intérieur. Une pompe à chaleur RO, elle va prendre de la chaleur dans l'air extérieur et elle va chauffer de l'eau, par exemple, dans votre réseau de chauffage. Une pompe à chaleur OO, elle va prendre de la chaleur dans l'eau. Alors, je vous montrerai juste après, j'ai des schémas de l'eau, d'un circuit qui est installé, par exemple, dans le sol à côté de votre maison. Et ensuite, elle va le transférer à un autre circuit d'eau. Quelques éléments économiques que j'ai piqués un peu à l'arrache. Je vais être très honnête, hein, c'est pas ultra précis, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur au niveau du tableau qui se trouve ici sur le dessus du transparent. Donc les moins chers, c'est les pompes à chaleur RR.
donc avec un échangeur extérieur air et en gros c'est une soufflante d'air chaud à l'intérieur. C'est les moins efficaces aussi, parce que pour arriver à répartir la chaleur en utilisant de la clim dans un bâtiment, il faut que le bâtiment soit conçu pour ça, donc il faut qu'il y ait une ventilation interne, donc c'est quand même un peu particulier. C'est pour ça que c'est un peu moins cher. Ensuite, vous avez les RO. Donc le RO, ben, vous allez prendre avec un échangeur extérieur. Donc ça, c'est très très souvent, on les voit aussi. Et cette pompe à chaleur-là va vous servir à alimenter typiquement souvent les planchers chauffants, parce qu'on a un problème de niveau de température. J'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus. Donc c'est très souvent les systèmes de chauffage avec les températures les plus basses. Et dans certains cas, on doit pouvoir alimenter des radiateurs avec, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais je réexpliquerai pourquoi les pompes à chaleur, les hauts niveaux de température, c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, vous avez les OO. Alors là, c'est les plus chers, hein, comme vous pouvez voir, mais en fait, ça vient aussi de la partie installation. Donc là, je vous ai pris deux exemples. C'est des schémas qui sont extraits du site de l'ADEME. Donc l'idée, c'est que vous avez ce qu'on appelle des sondes. Alors ils ont appelé ça capteurs, mais en fait, les mecs qui font la géothermie appellent ça des sondes horizontales. Donc là, ici, vous voyez, à gauche sur le diagramme, vous avez votre maison, vous avez votre plancher chauffant qui est alimenté par une pompe à chaleur. Et en fait, ce qui alimente l'évaporateur de la pompe à chaleur, eh bien, ça va être un circuit d'eau qui en fait va aller dans le sol. Limitation évidemment, il faut faire très attention en hiver parce que vous ne pouvez pas descendre trop bas en température parce que vous risquez de geler le sol. Donc vous êtes en dessous de zéro, ça devient très très compliqué. Et donc du coup, c'est un vrai défaut des pompes à chaleur, de certaines pompes à chaleur, c'est que quand les températures froides arrivent à l'extérieur, c'est un peu bête parce que c'est vraiment là qu'on a besoin de chauffage, elles peuvent se mettre en sécurité et du coup elles passent en mode chauffage électrique et alors là le COP du coup bah, il devient 1 donc c'est un peu la cata quoi. On y perd un peu. Mais bon. Et puis si vous n'avez pas trop de place autour de votre maison, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un système avec une sonde verticale. C'est là que ça coûte une blinde parce faut creuser le trou. Là, en gros, à gauche, c'est un gros coup de pelleteuse, hein. Je pourrais vous montrer des photos, c'est pas très compliqué. Par contre, à droite, il faut forer un peu plus profondément parce que là, on peut descendre à quelques dizaines de mètres en fonction du cas. Donc là, c'est pour les gens qui ont très peu de place. Et là, bah, vous creusez une sonde verticale et vous faites le même échange de chaleur, mais en profondeur avec la terre environnante, qui fait que les coûts sont un peu plus élevés. Par contre, c'est évidemment adapté, y compris à des logements dans lesquels vous avez assez peu de terrain autour. Et puis, il y a peut-être une chose dont vous avez entendu parler, et j'en aurai bientôt terminé avec ça, c'est ce qu'on appelle les pompes à chaleur réversibles. Donc les pompes à chaleur réversibles, vous en avez parfois, c'est ce qui se trouve au-dessus des portes, au-dessus des fenêtres dans certains bâtiments. C'est des machines qui peuvent faire du chaud et du froid en même temps. Alors vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que ça fonctionne? Bah, c'est tout bête. La plupart du temps, ça passe par un élément qu'on appelle une vanne d'inversion de cycle. Alors c'est l'élément qui se trouve ici, là, le petit rond. Donc en fait, vous imaginez que vous le faites tourner, ça vous change un petit peu les connexions entre les fluides. Et ce qui se passe, c'est que la partie compresseur tourne toujours dans le même sens, parce qu'évidemment, un compresseur, vous ne pouvez pas le faire tourner à l'envers, hein, il a une aspiration et un refoulement, ça c'est par conception, on ne peut rien faire. Vous aspirez toujours le fluide au même endroit, vous le refoulez toujours au même endroit aussi. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en sortie du compresseur, eh bien, grâce à cette vanne d'inversion de cycle, vous pouvez soit l'envoyer sur un échangeur interne, extérieur, pardon, soit sur un échangeur intérieur. Et du coup, ce qui se passe quand je suis en mode chauffage ici, eh bien, c'est que ma pompe à chaleur, elle sert à chauffer la baraque. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est que je prenne de la chaleur à l'extérieur. Donc, l'échangeur extérieur devient un évaporateur. D'accord. Et du coup, cet échangeur extérieur, dans ces cas-là, ce qu'il fait, c'est qu'il alimente en fait l'entrée de votre compresseur. C'est-à-dire que là, vous voyez, votre fluide, il passe ici, il passe par là, et ensuite, il va à l'entrée du compresseur et il est rejeté à haute température via le condenseur qui se retrouve dans l'échangeur, qui se retrouve à l'intérieur du bâtiment. Donc, dans le fonctionnement en mode chauffage, c'est-à-dire en hiver, l'échangeur extérieur est l'évaporateur et l'échangeur intérieur est le condenseur. Maintenant, cette même machine, si vous l'utilisez en mode été, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous avez votre vanne qui inverse le cycle, et ce qui se passe, c'est que le compresseur tourne toujours au même endroit, sauf que maintenant, c'est l'échangeur de chaleur extérieur qui se retrouve au refoulement du compresseur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'échangeur intérieur devient l'évaporateur. Donc, du coup, vous allez absorber de la chaleur intérieure. Donc, si vous faites une circulation d'air, vous allez abaisser la température de l'air à l'intérieur de votre bâtiment. Et par contre, vous allez la rejeter à l'extérieur. D'accord. Et ça se fait juste avec une inversion de cycle. C'est pas très très compliqué. J'en ai terminé avec la partie technique. Qu'est-ce que je voulais que vous reteniez de ce cours-là? Que fondamentalement, la production de froid, ça correspond à combattre le second principe. Donc on a perdu d'avance, mais on peut essayer de gagner momentanément. Sur le long terme, c'est sûr qu'on perd. Sur le court terme, on peut gagner. Donc ce qu'il faut, c'est arriver simplement à mettre en contact avec ce que vous cherchez à refroidir un milieu plus froid que ce que vous cherchez à refroidir, pour arriver à compenser la perte qui vient du fait que ce que vous cherchez à refroidir est à une température plus basse que l'ambiance. D'accord. Vous avez deux gradients de température, ambiance, ce que vous cherchez à refroidir, et ce avec quoi vous le refroidissez. Et le but du jeu, c'est d'arriver à équilibrer le bilan pour maintenir ce que vous cherchez à refroidir à la température de consigne. Qui peut être du froid positif si c'est des yaourts, qui peut être du froid négatif si c'est de la congélation d'aliments divers et variés.
On parle de réfrigération jusqu'à à peu près moins 150 degrés. En deçà de cette température-là, on parle plutôt de cryogénie. Dans la quasi-totalité des cas et dans la totalité de ce qu'on verra dans le cadre de ce cours, on va travailler avec des changements de phase qu'on va provoquer mécaniquement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la compression mécanique de vapeur. C'est que la différence de pression qui vous permet de ne pas évaporer à la même température que la température à laquelle vous condensez, elle est créée par un compresseur qui consomme de l'énergie mécanique. C'est pour ça qu'on appelle ça compression mécanique de vapeur. Il existe plein d'autres processus pour faire ça, mais qui restent quand même relativement marginaux par rapport à l'utilisation courante, notamment dans le domaine domestique. Après, en fonction des applications industrielles, ça peut servir. La différence entre une pompe à chaleur et une machine frigorifique, pour ce que nous on en verra, c'est la même chose. Nous, ce qu'on va retenir, c'est que l'utilité change. Au lieu d'avoir un flux utile côté froid, on a un flux utile côté chaud. C'est la grosse différence qu'on a avec ça. Et puis évidemment, dans tous les cas, l'efficacité de votre machine frigorifique ou de votre pompe à chaleur, il faut toujours l'évaluer par rapport à une efficacité d'une machine idéale équivalente. Et dans ce cas-là, c'est celle qui suit le cycle de Carnot inverse. C'est-à-dire le même cycle de Carnot pour la machine thermique, mais en sens inverse. Voilà, et du coup, vous définissez les efficacités comme ça. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, je vous ai mis quelques références que vous pourrez consulter. Voilà. Merci à tous, à tout de suite.